Eh bien, bonjour Pierre, Bonjour à toi Sébastien. comment tu vas? Ça va très très bien, je te remercie pour l'invitation. Ben écoute, je crois que t'es comme moi, t'es quelqu'un qui va toujours bien, en tout cas qui a toujours le sourire. À chaque fois que je te vois, t'as le sourire. Ouais. Et moi aussi, j'ai toujours le sourire accroché aux lèvres. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir passer un temps avec toi et faire découvrir un petit peu ton univers, tout ce que tu propages comme bonne pensée, parce que Mhm, avant tout, c'est vraiment ça que je retiens de ouais, toi, c'est toute mhm, cette notion de philosophie. Et puis, on va parler aussi de physique quantique, mhm, parce que tu as une approche qui est la tienne et que je trouve ouais, vraiment très intéressante. Et mhm, puis, on va pouvoir se rapprocher aussi de la connexion à la Terre. Et puis, en fait, c'est vraiment un peu de philosophie de vie, mhm, euh, voilà, le monde qui nous entoure, tout ça. Et moi, ça me passionne. mhm. Donc, peut-être présente-toi un petit peu pour comprendre qui tu es. Et voilà. Oui, ben écoute, moi je m'appelle Pierre Etchard, j'ai aujourd'hui 44 ans. Je suis donc avant toute chose, je suis papa, et ensuite j'exerce le métier d'ostéopathe donc depuis maintenant 2007. D'accord. Voilà, et c'est un univers, si tu veux, fascinant qui m'a amené, moi, à découvrir avant tout une certaine philosophie, notamment une philosophie de la science, ce qui est très particulier. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la philosophie a été découverte par un monsieur qui s'appelle Andrew Taylor Still, qui a développé, en fait, une philosophie de la vie une philosophie de la vie dans son fonctionnement, pas une façon de dire comment est-ce qu'on doit vivre, mais comment fonctionne le vivant. Donc comment fonctionne le corps, comment on comprend la physiologie, comment on comprend la biomécanique, et comment est-ce que tout ça fait que la vie telle que nous pouvons la constater a lieu. Voilà, parce que c'était aussi une forme d'émerveillement à son niveau, et donc il y avait forcément quelque chose à comprendre derrière tout ça. Il y avait des leçons à comprendre. Et donc il a développé toute une trame philosophique qui constitue le fondement, le socle, le noyau dur en fait de l'ostéopathie. Et donc, si tu veux, sur ce noyau dur, tu intègres toute la dimension scientifique. C'est-à-dire que Ok. la science n'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça sans garde-fou, de façon dogmatique et de façon absolutiste. C'est quelque chose qui doit avant tout passer au crible de la démarche critique, c'est-à-dire ce que l'on nommera aujourd'hui l'épistémologie, et donc que moi je pratique énormément, et qui est devenu un outil vraiment indispensable aujourd'hui pour cerner, discerner et vraiment trier le vrai du faux, tant nous sommes en 2024 arrivés dans une ère où l'information se propage plus vite que nous sommes capables de la capter. Exactement. Et puis, Voilà. il y a beaucoup d'informations. On ne sait jamais vers quelle info se diriger parce qu'il y en a Ça. tellement. Ces informations, quand on les attrape, bah, Mmh. si on les met pas en pratique, finalement, on va être consommateur C'est et ça, ce qu'on consomme, on va pas pouvoir le mettre en pratique avec bienveillance, en tout cas pour soi. Et ça, c'est assez dommage. exactement, et c'est bien le problème, aujourd'hui, il y a une certaine forme de passivité face à l'information, si tu veux. On est inondé d'informations, mais sans savoir comment véritablement interagir de façon efficiente avec. Et donc moi, si tu veux, au sein de mon académie, j'ai proposé une méthodologie, des outils, non pas pour, alors certes, également, mais pas uniquement. C'est-à-dire, c'est pas l'objectif principal d'apporter des informations supplémentaires, Mmh. parce qu'il y en a, mais c'est pas la base. Le fondement, c'est d'obtenir des outils qui nous permettent de mieux interagir, c'est-à-dire de façon plus efficiente, avec toutes les informations que nous avons déjà accumulées. Parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, si tu veux, qui sont intéressés, qui veulent comprendre comment fonctionne la santé, la vie, tout ça, font des formations, et il y a une tendance en fait au cumul. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à faire beaucoup de formations en pensant que plus c'est mieux. C'est-à-dire en faisant plus de formations, on saura plus de choses. Or, la réalité, si tu veux, de la dimension euh, physique de la notion d'information,
D'accord? Parce qu'elle a une notion, la notion d'information, elle a une histoire. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier module, si tu veux, de l'académie cette année. On a traité de la notion d'information. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? À quoi ça correspond? Quelles sont ses propriétés? Comment on interagit avec? Et ça permet en fait de ne plus être passif, si tu veux, de ne plus être comme on est devant la télé, si tu veux, avec le cerveau déconnecté et de prendre et d'occuper un temps de cerveau disponible, mais d'être dans un rapport efficient avec l'information et de savoir comment est-ce que cela peut nous être bénéfique. Donc ça, tu vois, déjà, c'est une première étape et ce mécanisme d'outillage, c'est quelque chose qui va se développer après sur tout le pan du vivant, qui va nous donner en fait une approche de la santé qui est inédite, mais surtout qui est beaucoup plus responsabilisante que ce que nous vivons actuellement. Alors, je suis vraiment d'accord avec toi, l'histoire d'autonomie et de responsabilité est au cœur, moi, de toute la pédagogie que j'essaie d'amener sur, les ondes et sur tout un tas d'autres choses. Donc, ouais, moi, je suis 100 d'accord avec cette vision. Chacun doit être autonome et responsable dans sa pratique et dans sa façon de vivre finalement, C'est ça, ce qui est beaucoup plus, serein pour chacun, c'est de ça. faire ses propres expériences. Est-ce que tu fais une différence entre information et connaissance? Bien sûr, bien sûr. C'est tout le on a enregistré une interview encore hier là avec un ami justement, où il reprenait ça parce qu'il avait suivi l'un de mes cours et Mmh. donc il me demandait de réexpliquer ça si tu veux pour le grand public. Donc je peux D'accord. te faire une petite synthèse là rapide pour non mais c'est vraiment Et pour oui, c'est comprendre important, ouais. l'essence parce que si tu veux ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est-à-dire OK. que ce que je te présente là, c'est vraiment le résultat de mes travaux, de mes recherches, de la OK. synthèse de mon travail et que c'est ça, véritablement, qui m'a amené à vouloir transmettre aux gens et pas, le fait d'avoir, si tu veux, découvert une nouvelle recette magique. C'est Ouais. vraiment quelque chose qui permet d'autonomiser, la pensée, d'autonomiser la critique et d'autonomiser, du coup, l'action. D'accord? OK. Donc, simplement, pour synthétiser, quand on parle d'information, il y a 3 éléments dont il faut parler, c'est l'information, le savoir et la connaissance. Ce sont 3 éléments différents. On a tout d'abord, en fait, on a l'information. L'information, c'est un concept qui est né, avec l'avènement de la cybernétique, d'accord? Et c'est une notion qui nous a permis de comprendre, en fait, que l'information, c'était ce qui donnait de la forme, en fait, au champ dans lequel nous nous trouvons. Tu sais qu'on baigne dans un champ, Ouais. dans de nombreux champs différents et ces champs, en fait, sont remplis d'informations. Et donc, nous-mêmes, si tu veux, nous baignons dans un bain d'informations. Donc, il y en a partout, tout autour de nous. Ce n'est pas l'information, si tu veux, telle qu'on l'entend, par exemple, l'information de nouvelles. C'est-à-dire Oui, que, c'est tu vois, c'est quand l'information comme on informe de l'eau ou comme on peut informer quelque chose. exactement. L'information, c'est quelque chose qui est accessible à tous et avec lequel nous interagissons en permanence. D'accord? On est dans une. Il faut imaginer un petit peu comme une tempête solaire, tu vois, où tu as justement cette énergie qui est tout autour de toi. Et ben, en fait, là, c'est pareil. Tu baignes, on ne baigne pas dans du vide, dans de l'air vide, si tu veux. Il y a de l'information partout. Ça, c'est la première étape. Donc, on est toujours en contact. Mais il ne suffit pas d'être en contact pour avoir une véritable interaction. Tu vois, c'est un petit peu comme l'image que je donne souvent, c'est la relation, l'interaction, enfin le mécanisme du système hormonal. D'ailleurs, c'est ce Mmh. qu'on a étudié en fait, la dimension cybernétique du système hormonal. Et d'ailleurs, quand tu le vois de façon cybernétique, tu comprends pas du tout le système hormonal de façon tel qu'il est enseigné aujourd'hui. Bon, c'est une parenthèse. Mais dans le système hormonal, si tu veux, le modèle qui est enseigné généralement, c'est le rapport entre émetteur et récepteur. Mmh. C'est-à-dire que tu envoies une information dans le sang, d'accord? Mais cette information, tout le monde est en contact avec dans le sang, mais tout le monde ne peut pas interagir avec. C'est-à-dire qu'il faut que certains éléments dans le sang aient le bon récepteur pour la relation clé-serrure, si tu veux. Ouais, Et ouais. c'est uniquement ceux qui auront le bon récepteur sur lequel l'émetteur va s'accrocher et cette imbrication va donner l'information que l'on cherche, l'élément que l'on cherche au départ. Et il n'y a que lui, en fait, qui va recevoir ça. Donc, il y a plein de petits éléments autour de lui, du récepteur, si tu veux, dans le sang, que les gens vont pas être, les éléments ne vont pas être au courant de ce qui se passe, alors que lui seul va être au courant. Ah, tiens, on a déchargé de l'adrénaline. Ouais. Tu vois? Voilà. Et bien là, c'est pareil pour nous, en fait. Nous, c'est comme si nous baignions dans une immense rivière de sang.
d'accord? Sauf qu'en fait, on est juste dans un champ d'information et que nous sommes des récepteurs. Nous sommes des récepteurs. Et donc, notre capacité à recevoir va dépendre, bon, d'un tas de facteurs. Mais donc, du coup, c'est quand nous recevons, eh bien en fait, c'est là que nous arrivons en fait à interagir avec l'émetteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, l'information, on va la structurer. C'est-à-dire qu'on va lui donner une forme physique. On va lui donner une forme dans l'espace. D'accord? Il va y avoir une spatialisation. Donc, il faut que tu imagines en fait des Legos. Imagine plein de petits Legos partout. D'accord? Plein de partout, mais qui sont de façon totalement anarchique. Ça, c'est l'information. Tout d'un coup, tu décides d'interagir, mais tu te rends compte en fait qu'il y en a qui rentrent dans d'autres. Donc, tu décides de les mettre les uns avec les autres et tu te rends compte, pouf, tout d'un coup, tu as construit un petit château. Là, en structurant l'information, tu as obtenu ce qu'on appelle du savoir. C'est-à-dire que le savoir, c'est ni plus ni moins que de l'information que tu as structurée spatialement et qui donne un sens particulier par rapport à ta capacité cognitive, intellectuelle d'appréhender le monde dans lequel tu vis. D'accord? Donc, un exemple tout bête, quand tu regardes des nuages, Ouais. les nuages, ce ne sont que de l'information. Eh bien, nous, par rapport à notre cognition, eh bien, en fait, on voit plein de trucs dans les nuages. On voit des formes, on voit des visages, on voit des animaux. Eh bien, en fait, ça, c'est parce que ton cerveau structure l'information qu'il perçoit pour lui donner du sens. Et donc, il fait apparaître des visages. Et donc ça, c'est du savoir. C'est quelque chose que je m'amuse à faire avec ma fille. Ouais, Des fois, elle sait pas quoi dessiner, alors je lui dis: «Bah, écoute, regarde, je prends une feuille, je fais des gribouillis et je dis: "À partir de ça, tu dois me sortir un dessin, ce que tu veux"». c'est Et ça, c'est vrai que c'est assez exactement, rigolo. exactement. Et moi, c'est pareil, hein, mes enfants, quand ils dessinent, on regarde, même s'ils ont fait que des gribouillis, on trouve toujours des choses dans ces C'est ça. gribouillis Ouais, qu'eux-mêmes n'avaient pas vu forcément au départ. Et ça, en ouais, fait, c'est la façon dont la pensée structure l'information pour lui donner un sens. ouais. Donc ça, c'est le savoir. Et donc le savoir, si tu veux, c'est tout ce qu'il y a dans les livres, par exemple. Dans les Mmh. livres, d'accord, tout ce qu'on apprend des livres, ben, en fait, c'est du savoir. Les lettres que tu as dans un livre, c'est de l'information, mais Ouais, quand tu les rassembles les uns avec les autres, ça fait des mots, donc c'est ça. ça fait du savoir, et que tu cumules par des phrases, encore plus de savoir, que tu cumules par des chapitres, encore plus de savoir, etc., etc. Et l'étape suivante, c'est la connaissance. La connaissance, c'est ni plus ni moins que l'expérimentation, c'est-à-dire l'appropriation dans l'être de, du savoir ou des savoirs. C'est-à-dire que ton savoir, il est purement intellectuel, il est purement cognitif. C'est ton cerveau qui a structuré l'information et du coup, ça donne un potentiel parce que ça te donne du sens et ça te dit, tiens, tu peux peut-être interagir avec ça. Mais tant que tu n'interagis pas avec, ben en fait, ça reste que du savoir. Par contre, quand tu l'expérimentes, c'est-à-dire que tu vis une expérience avec cet élément-là, mais en fait, ça passe de l'intellect à l'être tout entier. D'accord? Et à partir du moment où c'est tout l'être, et non pas que l'intellect, qui interagit et qui structure le savoir, là, ça devient de la connaissance. Donc en fait, on ne peut pas connaître quelque chose qu'on n'expérimente pas. Et la connaissance, c'est quelque chose qui est individuel. Oui. Individuel à chaque être vivant. D'accord? Et Ouais. ce qui est paradoxal, ce qui est très très paradoxal, c'est que on pourrait presque considérer, par rapport aux connaissances que nous avons actuellement, que finalement, seule la connaissance pourrait nous rapprocher de ce qui est vrai, parce qu'on Mmh. l'expérimente. Mais en même temps, la connaissance est le niveau de subjectivité le plus élevé. Parce Oui. que ce que moi j'expérimente n'est pas du tout ce que toi tu expérimentes, même si c'est basé sur des mêmes principes ou sur des mêmes lois physiques. Tu vois? C'est-à-dire ce qu'on a ressenti, la façon dont notre être a interagi avec ça, va être unique, non seulement unique, mais surtout inédit. C'est-à-dire que si moi-même, je me remets dans les mêmes conditions et que je revis, que je crée 2 fois les mêmes conditions pour vivre, la même situation, eh bien, je ne le revivrai pas de la même façon. Donc ça fait en fait de chaque situation, de chaque moment et de chaque interaction du vivant, quelque chose d'unique mais quelque chose pour le coup de vrai. C'est ça. Tu vois?
tu as une échelle, tu as un rapport en fait d'information, puis de savoir, puis de connaissance. Et la dernière chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que le savoir, qui est l'interface, si tu veux, entre l'information et la connaissance, c'est un statut qui est fragile, c'est-à-dire c'est un statut qui est instable. À savoir que l'information restera toujours l'information, quoi que tu fasses. Même si quoi que tu fasses, en fait, c'est indépendant de ton activité. D'accord? L'information Ouais. reste toujours l'action. La connaissance, une fois que tu l'as, c'est éternel pour toi. C'est en toi, c'est-à-dire que l'expérience que tu as vécue fait partie de ton identité. Donc, quoi qu'il se passe, ça sera toujours là. Quoi qu'il se passe. D'accord? Par contre, le savoir, c'est une interface. C'est-à-dire que son statut va dépendre de ton interaction avec. C'est-à-dire que tant qu'il est structuré en savoir, si tu interagis avec, hop, ça devient de la connaissance. Par contre, si tu traînes trop, si tu traînes à transformer en expérience ton savoir, eh bien ton savoir s'effrite et il redevient de l'information. Et c'est pour ça que j'en reviens donc à ce dont on parlait au tout début. Lorsqu'on est dans une situation, dans une impasse comme celle qu'on retrouve actuellement où les gens ne font qu'accumuler des formations et donc de l'information, sans véritablement connaître donc les véritables implications et de pouvoir éventuellement interagir avec, mais en fait, tu fais une formation, deux formations. Quand tu fais la troisième formation, le savoir que tu as eu dans la première formation, elle s'effrite. Elle repart dans l'information. Et du coup, tu te rappelles même plus de ce que tu as fait. Ah, Tu mais vois? ça, c'est Donc, ouais, ouais. ce qui reste finalement de tout ça, c'est très peu de choses. Ça s'est volatilisé. Et donc, comme on vit effectivement dans l'ère, tu vois bien, du capitalisme et de la consommation, on a eu l'illusion, effectivement, à un moment donné, que plus c'était plus. Et qu'il suffisait de consommer pour en avoir plus. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. On a l'image, si tu veux, de la même façon, par exemple, de la digestion. Ouais. Les gens s'imaginent, tu vois, qu'il suffit de manger quelque chose pour l'assimiler. Or, il y a des processus, exactement comme l'information, le savoir et la connaissance, qui sont totalement différents. L'information, c'est ton aliment. D'accord? C'est ce que tu vas manger, c'est ce que tu manges. Ouais. Le savoir, c'est la digestion. Ouais. Parce que lorsque tu vas digérer, ton estomac et une partie de ton intestin grêle va structurer Exact. Ouais. en interaction avec les acides et avec les enzymes, va structurer ce que tu as mangé. Et donc, va donner un nouveau potentiel à ton aliment. Et l'assimilation, ça, c'est la connaissance. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, il y a un triptyque. Ce triptyque-là que je définis, donc que je décris moi dans mon académie, après que, si tu veux, que je transfère à toute la physiologie moderne, mais en fait, D'accord. on se rend compte que, en fait, si on ne décortique pas et qu'on ne comprend pas les choses, on peut très vite faire des erreurs et s'arrêter simplement à l'alimentation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est le fait de ne pas avoir compris ces préceptes-là, qu'aujourd'hui, il y a des guerres d'idées sur l'alimentation qui font qu'il y a des gens qui sont persuadés que il faut être carnivore, il faut être végétarien, il faut être végétalien, il faut être frugivore, et que c'est ça qui va t'apporter la santé. Alors que ce que je viens de te montrer, en fait, c'est que c'est une illusion totale. C'est-à-dire que tu peux manger le meilleur aliment que tu veux, que ce soit au niveau protéines, au niveau fruits, au niveau légumes. Si tu n'as pas une capacité à digérer suffisamment efficace et une capacité à assimiler suffisamment efficient, tout ce que tu vas gagner, c'est que ce que tu as mangé, ton super aliment qui a certainement coûté une blinde en plus, il va finir aux toilettes. Ça, c'est certain. Moi, je vois bien les gens qui ont été véganes ou végétariens pendant des années et se retrouvent à un moment donné à remanger de la viande parce que bah, c'est plus le moment pour eux. Je pense que il y a toujours des moments de vie et c'est ce que tu expliques. Tout ça vient de l'expérience de chacun. On est la résultante de tout ça. Et puis, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a toujours une histoire de rétroactivité, c'est-à-dire que on peut jamais revenir à un point initial. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience de quelque chose, quand on a cette connaissance, on peut pas revenir en arrière. On va repartir à un autre niveau si ça s'effrite. Mais en tout Ouais, cas, il y aura toujours quelques restes. Et c'est puis, ça. c'est comme s'il y avait une boucle, mais c'est une boucle qui avance Hum. plus que tourner en rond finalement. En fait, Tourner en rond, peut-être, c'est ne pas faire d'expérience du tout et c'est ce qui est malheureux. oui,
C'est ça. En fait, ce que je t'expliquais, c'est que lors du premier module que nous avons fait, donc qui concernait l'homéostasie Oui. au sein de l'académie, en fait, j'ai initié du coup les académiciens à cette révolution qu'a été la cybernétique. La cybernétique a amené une compréhension, une subtilité dans toute la complexité du vivant, de ce que vraiment je viens de t'expliquer. En fait, il y a au sein de la cybernétique, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait interaction, cette interaction, elle n'est pas dans une image, si tu veux, purement linéaire, comme on l'a pu l'y voir dans l'histoire des sciences, où il y avait une cause et une conséquence. D'accord? C'est pas purement linéaire, Ouais. mais c'est beaucoup plus cyclique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une cause qui entraîne une conséquence, cette conséquence va générer une boucle de rétroaction vers la cause. D'accord? Qui fait que ça va modifier la cause, qui va générer une autre conséquence, qui va lui-même générer une boucle de rétroaction, et ainsi de suite. Et attention, et là où ça donne le vertige, et là où on a été du coup obligé, et on est obligé, là dans le travail qu'on fait au sein de l'académie, de revoir toute la physiologie et la biologie du XXIe siècle, c'est que ça, c'est pour toutes les interactions du corps humain. Toutes les interactions. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est Ah pas si. juste, c'est pas juste d'un élément à un autre qui est situé beaucoup plus loin. Oui, tu C'est-à-dire parles de chaque cellule, tu parles de chaque neurone, de chaque exactement. transmission au niveau du sang, C'est des pas, échanges c'est entre pas tout. d'organe à organe. C'est ça, oui, oui. C'est même pas de cellule à cellule. C'est de mitochondrie à mitochondrie. Tu vois? Donc, mis à l'échelle, ces préceptes-là, mis à l'échelle, si tu veux, Ouais. de la biochimie, mais de la microbiochimie, ça donne vraiment le vertige et ça montre à quel point nous étions loin, mais très très loin en fait, d'avoir une idée objective de vraiment comment fonctionne le vivant et Mmh. surtout, du coup, le corollaire, c'est comment bien s'en occuper, comment en prendre soin et le dernier élément, comment éviter de le nuire. C'est vraiment tout l'objet de ce que moi j'essaye. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai des choses comme ça dans ma tête qui sont très simplifiées parce que, Ouais. j'essaye d'amener des choses très simples. Toi, Mmh. tu décortiques les choses et donc tu en donnes vraiment des choses très pointues. Mais Ouais. effectivement, moi je parle rarement de mitochondrie parce que Ouais. c'est dans le petit du petit du Ouais. petit et Mmh. je sais que moi la connexion à la Terre, c'est vraiment le fait de pouvoir puiser des électrons qui vont être, le carburant de la mitochondrie pour Tout à fait. alimenter ces petites centrales énergétiques et Exactement. ça se passe au petit, petit, petit du tout petit, quoi. On est vraiment dans les petites choses pour qu'il y ait une production d'ATP au sein de la mitochondrie. Et donc, on est vraiment sur. Moi, je suis dans l'observation de l'environnement, Mmh. de comment évolue l'être humain dans la nature. Et comme Ouais. tu dis, ne pas nuire aussi. C'est déjà, on le disait, à primo non serré, Mmh. faire attention à l'environnement, faire attention à ce qu'on absorbe, que ce soit liquide, que ce soit solide et que ce soit aussi mental. Il y a Ouais. tout un tas de choses qui sont hyper Et importantes. si tu veux, tu soulèves effectivement le fait que moi, je donne des éléments, je décortique des éléments qui sont pointus, mais en fait, parce que pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce, cette façon de faire, c'est-à-dire le fait d'amener aux gens, c'est-à-dire d'enlever le voile et de regarder ce qui se passe et qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, c'est l'objectif de les autonomiser en fait. C'est-à-dire qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier du coup ce savoir, d'accord, qui leur appartient, pour pouvoir par la suite s'autonomiser intellectuellement, développer un esprit critique Mmh. et pouvoir, quand ils partent du cours, de la formation, aller de façon critique, faire d'autres formations, lire des bouquins, discuter avec des gens qui connaissent le sujet et avoir des outils, des bagages. Parce que sinon, si tu veux, le problème quand on parle de tout ça, c'est que on se place, nous, en sachant. D'accord? Et il y a Beh 2 oui, aspects. Soit tu te places en sachant, tiens, oui, mais moi j'ai compris que c'est comme ça. Et tu as 2 possibilités. Soit tu as une aura importante, tu es séduisant quand tu parles, et donc les gens adhèrent à ce que tu dis, j'en et connais donc ils vont dire: quelques-uns. «Ah tiens, telle personne a dit ça», mais ça n'a Ouais. aucun sens. En Eh tout cas, oui, moi, je trouve que ça n'a aucun sens, ce n'est que déplacer les problèmes. ouais. Ou alors tu décides de décortiquer les mécanismes par lesquels toi-même tu as été amené à comprendre ce qui se Mmh. passe, et du coup, tu leur donnes les outils pour pouvoir eux-mêmes faire leur chemin par rapport à ça et être autonomes.
Tu vois, c'est la fameuse histoire là, tu sais, du gars qui pêche là et qui, tu te rappelles de cette histoire? C'est une personne qu'on trouve, tu vois, qui pêche des poissons pour manger. Et donc, je crois que c'est un enfant ou quoi qui dit, tiens, putain, c'est super, merci beaucoup de nous amener à manger tous les jours, tu vas le pêcher toi-même ce poisson, c'est incroyable. Et là, le papa qui lui dit, dit oui, oui, et je vais continuer, je vais t'amener, je t'amènerai du poisson tous les jours. Et là, le gamin lui dit, mais est-ce que tu préférerais pas m'apprendre à pêcher? Parce que ça me permettrait déjà moi d'être autonome. Donc déjà, si toi tu n'es plus là, je pourrais continuer à manger. Et si jamais toi tu ne peux plus pêcher, je pourrais aller pêcher pour nous. Et c'est exactement ça, en C'est ça, fait. C'est exactement ça. Donc, au lieu d'amener du poisson aux gens en permanence, apprenons aux gens à pêcher. c'est Parce ça. que le problème, si tu veux, c'est que le voyage, la quête de découverte, de compréhension du savoir, c'est quelque chose qui est beaucoup trop merveilleux pour être juste réservé à une élite, à certaines personnes, à des sachants. Nous avons tous à mon sens, une responsabilité là-dedans. Et Ah c'est pour oui, cette raison, moi, que les académiciens, pendant la formation, je les implique autant, en fait. Je leur demande vraiment de s'investir et de ne pas être passif. Parce que je mmh, pense qu'il n'y a que comme ça, déjà, qu'on autonomisera les gens, qu'on les rendra plus responsables, enfin, qu'ils se rendront eux-mêmes exact. plus Ah oui. responsables, et surtout qu'on arrivera, en fait, à sortir de ce carcan du consumérisme dans le domaine de la santé, en fait. Oui, parce qu'en plus, on observe bien qu'aujourd'hui, en tout cas moi je l'observe, on beaucoup attendent la pilule magique, la chose qui va venir les sauver, et c'est dans tout, parce qu'on est des enfants de la pub, on a grandi avec, ce qui se passe à la télé, on nous dit quoi faire finalement, Exactement. et de plus en plus ces quelques dernières années où on nous oblige même à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est ça qui est encore plus difficile pour les gens qui sont de plus en plus résignés, mais moi je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait, l'autonomie, la responsabilité de chacun est au cœur même de nos actions et de ce qu'on Ouais. doit devenir et transmettre à nos Mmh. enfants par l'exemplarité. Donc, ouais. C'est ça, donc c'est, mmh, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus de travail, mais par contre, dans les 2 cas, hein. Même moi, si tu Mmh. veux, les académiciens le savent bien, j'ai une structure de transmission qui est très, très particulière, mais qui est là justement pour rendre accessibles tous ces éléments-là et venir titiller, hem, l'âme réflexive qui est endormie en chacun de nous, en fait. De sortir de cette léthargie, de sortir de cette inertie et de se dire que punaise, nous-mêmes, nous pouvons chacun, tous, reprendre le flambeau de la réflexion et faire avancer les idées et faire avancer la vision et surtout la compréhension que nous avons de la santé. Ouais. Alors justement, par rapport à la connexion à la Terre, Mhm. j'ai abordé un peu. Comment toi, dans ta vision des choses, qu'est-ce qui fait que la mise à la Terre, en tout cas moi, les gens qui se connectent à la Terre en ont des grands bienfaits, notamment sur l'inflammation, sur les cycles circadiens? Qu'est-ce Mhm. qui Quelle compréhension tu as de ce phénomène toi, finalement? Alors, On avait parlé d'électromagnétisme, oui, tu bien disais? sûr. Si tu veux, le principe de base, effectivement, c'est que le, 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 le fonctionnement du corps humain, en fait, se fait essentiellement à partir de l'électricité, donc se fait à Mmh. partir des électrons, d'accord, du rapport du nombre d'électrons qu'il y a, mais surtout dans l'échange qu'il y a entre l'organisme et son environnement. C'est-à-dire qu'il y a un Mmh. équilibrage qui se fait et l'environnement agit en fonction de ce que doit subir l'organisme, l'environnement fournit un effet tampon par l'apport en fait d'électrons. OK. Et donc ça, si tu veux, c'est quelque chose qui a pu être compris justement par toute la révolution électromagnétique qui a été amenée notamment par Maxwell, Mmh mh. d'accord, par Maxwell et notamment Faraday. Et ces travaux dans l'histoire des sciences nous ont permis effectivement de comprendre déjà quel était le statut de l'électricité, comment fonctionnait l'électricité, et par extension, heu, quel était le statut, c'est-à-dire quel était le rôle de l'électricité dans la régulation de l'environnement. Quand je dis l'environnement, je nous intègre dans l'environnement tel qu'il est. C'est-à-dire, quel est l'impact
des propriétés de l'électricité dans ce que nous voyons de l'environnement. Voilà. Et Et d'ailleurs, tu parles bien d'électricité de courant continu, tu parles pas oui, d'électricité de courant alternatif non, qui allume nos d'accord. exactement, Mmh. exactement. Moi, et ça, c'est 2 distinctions qui sont fondamentales Exactement. parce que justement, là, le fait que les gens justement ne fassent pas la différence entre ces 2 types de courants, mais en fait, ça amène énormément de confusion et cette confusion peut légitimement, et ça, moi, je le comprends, Oui, oui. dire: «Mais en fait, amis à la terre, mais c'est quoi ce truc de» voilà, c'est un truc new age, en fait. Un truc com Mais oui, parce que Oui, tout est confondu, ils mélangent tout et ils ne se sont pas vraiment posés sur la réalité de ce que nous savons aujourd'hui par rapport à l'électricité. Et quand tu te penches dessus, mais en fait, tu peux faire tes déductions toi-même et te rendre compte, bah, ah oui, bah, en fait, si ça fonctionne comme ça, oui, c'est logique. Tu vois? Ce n'est que ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enseigne des choses déjà empaquetées. Le kit, il est déjà tout fait. Donc, tu as juste à le rentrer dans ton crâne. Le problème, c'est que dans notre façon de vivre, nous, en tant qu'humains, ça marche pas comme ça, en fait, parce qu'on n'est pas des processeurs, on n'est pas des ordinateurs. Donc il suffit pas de rentrer un logiciel qui est déjà où tu as déjà tout programmé pour qu'on l'applique. Nous sommes des êtres, en fait, de sensibilité et nous sommes des êtres, en fait, qui nécessitons, en tant qu'être humain, une forme de philosophie. C'est-à-dire que l'un des besoins de l'humain, qui est très souvent oublié, en fait, c'est de donner du sens aux choses. Mmh. C'est un besoin. L'humain a toujours besoin il cherche à interpréter son environnement, il cherche à comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme ils sont. C'est naturel, c'est ancré en nous. Et lorsque tu enseignes tel qu'on enseigne actuellement, c'est-à-dire en prenant les gens pour des ordinateurs, mais en fait, tu omets cette dimension fondamentale de l'humain qui fait que tu le rends totalement dépendant. Tu le rends dépendant de ce que toi tu lui enseignes, c'est-à-dire qu'il est obligé de te croire. Mmh. Il ne peut pas développer d'esprit critique et surtout, il n'aura pas les outils pour pouvoir euh, évaluer la véritable pertinence de la mise en pratique de ce qu'il a cru apprendre. Tu J'ai vois? l'impression dans de pour moi, c'est un rapport à ce que j'ai vécu à l'école et le Ouais. jour où je suis passé en alternance. C ça en fait, Ouais. la mise en pratique, donne du sens et c'est vrai que par rapport au sens de la vie, les gens qui, font, métro boulot dodo ont très peu de sens, à leur vie, donc peut y avoir des accoutumances, soit à la cigarette, soit à l'alcool, soit aux séries, télé, C'est ça. soit Mmh. et parce qu'on oublie, parce qu'il y a pas de sens. Mais une fois que tu trouves un sens réel aux choses, Mmh. moi depuis que je fais ce métier-là et que je Mmh. parle de tout ça avec passion, Mmh. j'ai pas d'horaire de travail et c'est mes horaires, c'est du Ouais. lundi au dimanche, tout le Ouais. temps Ouais. parce qu'il y a du sens. Mais parce que ça te nourrit, C'est ça, réellement, exactement. réellement. C'est pas un métier, comme on dit, alimentaire. Oui, Parce qu'en même temps que tu travailles, tu nourris, en fait, ton être. Tu es ouais, vraiment en train de te réaliser. Alors que quand on travaille, en général, on fait un travail pour lequel, du coup, il y a aucun sens et du coup, qui ne nous nourrit pas. Ça ouais, nous alimente parce que ça nous donne un salaire pour pouvoir payer nos toutes nos charges, mais c'est ça. mais par contre, ça ne nourrit pas l'homme. Voilà, Ça nourrit la personne, si tu veux, l'individu social qui doit payer ses charges c'est et ça, ses impôts, mais ça ne nourrit pas l'être humain. ouais. Alors comment faire pour des gens qui sont finalement est-ce que certaines personnes peuvent se rendre compte qu'elles sont en non quête de sens? C'est-à-dire Oui, elles n'ont pas de quête de sens et elles ouais. s'en aperçoivent peut-être pas? Mais oui, il y a un élément quand même qui est et tu en as parlé là, c'est les addictions. En fait, les addictions, il y a de nombreuses études comme ça épidémiologiques qui ont été très intéressantes, qui ont montré que, les addictions, le nombre d'addictions, c'est-à-dire en quantité, mais aussi en variété, Mmh mh. était corrélé en fait à l'absence de sens, c'est-à-dire au fait qu'on contraint les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est-à-dire par exemple à travailler à l'usine, à faire des choses vraiment qu'ils ne veulent pas faire et qui sont assez entêtants, qui sont qui redondants et qui sont pas nourrissants. Mais Ouais, en fait, c'est et comme on travaille beaucoup, si tu veux, le volume horaire dans une journée par rapport à son volume total est très conséquent. Et donc, le corps, au bout de 8 heures, si tu veux, il se dit: «Punaise, j'ai passé 8 heures là, je me suis pas du tout nourri». Et donc, il y a une espèce de carence très forte, d'accord, qui va générer des attitudes compulsives, des comportements compulsifs
qui vont chercher en fait à compenser ce manque de sens par des espèces d'électrochocs au niveau de l'organisme. Et donc, on va aller chercher des choses qui réveillent en nous, qui génèrent des stimulations qui pourraient compenser ce manque-là. Et La donc, on va dopamine, chercher, cherche de dopamine, quoi. oui, on cherche de la dopamine, on cherche de l'adrénaline, et on Mhm. va donc du coup chercher en fait à vivre des choses qui pourraient nous nourrir. Et donc, si tu veux, l'une des vertus vicieuses notamment des séries, par exemple de Netflix, ou que même que Hollywood, si tu veux, exploite avec toutes les études d'ingénierie sociale qu'on a désormais, Ouais. c'est justement que ça permet, face à des gens qui sont autant en détresse et en quête de sens, ça permet de leur amener un monde virtuel dans lequel ils peuvent vivre par procuration. C'est-à-dire que on leur propose de vivre de façon virtuelle, mais du coup, tout est servi. C'est-à-dire que là où tu vas être obligé de travailler pour quelque chose, de prendre du temps, parce que les vraies choses prennent du temps, d'accord? Donc, non, là, vous inquiétez pas, on a tourné le film, posez vos fesses, vous regardez, et vous allez voir, vous allez le vivre comme si c'était vous. Et donc, tu vis le film, et dans le film, quel est le, 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 si tu veux, le point d'honneur, le travail le plus important du scénariste? C'est de faire en sorte que le spectateur, le téléspectateur, se reconnaisse dans les protagonistes. C'est ça le truc. Quand ils écrivent leur texte, ils disent pas non, on va juste écrire une super histoire. Non, il faut que le public se reconnaisse. C'est-à-dire, il faut qu'ils puissent faire des transferts. Il faut qu'ils puissent penser que c'est eux. Et du coup, pendant un certain temps, le cerveau, qui va passer dans d'autres phases d'onde, eh bien, en fait, il va croire qu'il vit lui-même ça. Et du coup, il va se satisfaire de ça. Ouais. Et du coup, on va créer, par rapport à ça, après, d'autres formes d'addiction. Et donc, on va vouloir encore plus de séries, on va vouloir en consommer. Et c'est pareil pour le reste. C'est-à-dire que quand tu prends la cigarette, quand tu prends la drogue, quand tu prends l'alcool, ça crée en fait des chocs dans l'organisme qui cherchent à compenser en fait ce manque et cette carence. Et est-ce qu'au fond, finalement, c'est pas ne pas s'aimer soi-même? C'est-à-dire que vu qu'on n'aime pas sa vie, enfin, ne pas Ah non, s'aimer mais soi-même, on n'aime pas sa vie, il n'y a pas de sens. C'est surtout ce qui arrive à l'adolescence et puis après, un peu avant la trentaine, parce qu'on est dans cette période où mais on cherche. Et la vie actuelle, la vie moderne, je pense pas, ne nous donne pas la possibilité de nous épanouir pour justement démarrer cette quête de oui, sens. On la mais démarre nous très tard. empêcher, si tu veux, nous empêcher, nous, nous stopper dans notre quête de sens, c'est nous stopper dans notre quête d'amour. Mhm. C'est-à-dire que le processus de sens, comme je te disais, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous. Ça fait partie de la nature humaine. Pourquoi? Parce que naturellement, nous sommes faits pour nous aimer. Mhm. Nous Ouais. avons l'amour en nous, en fait. C'est Ouais. quelque chose, c'est un processus qui est naturel. Lorsqu'on a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, et on sait combien le processus actuel est extrême, ça touche tout le monde, en fait. Mhm. Il y a une pandémie à ce niveau-là, là, pour le coup, une vraie pandémie qui touche une grande quantité de monde. C'est tout simplement parce que nos modes de vie nous empêchent de nous aimer. C'est-à-dire que on nous empêche de donner du sens à ce qu'on fait. On empêche en fait les gens d'être magiques. On empêche les gens d'éveiller et d'exprimer leur magie. Tu vois, quelqu'un qui veut être, par exemple, un enfant qui veut être, je sais pas, qui veut faire du cirque ou qui veut être peintre. Non, non, il faut qu'il soit médecin, il faut qu'il soit avocat. Il faut qu'il reste les fesses posées sur sa chaise pendant 8 heures. Alors que lui, il demandait juste à donner du sens à sa vie pour pouvoir s'aimer et pour pouvoir, en retour, aimer les gens. C'est ça. Et après, ça devient vertueux, en fait. Ouais. Donc oui, donc c'est évident. Il y a une corrélation pour moi qui est directe. Elle est directe. Les gens qui trouvent du sens à leur vie et qui, du coup, peuvent s'épanouir, tout comme ce que tu viens de dire là, tu vois, pour ton travail, à partir de ce moment-là, l'amour-propre, en fait, s'enclenche parce on s'épanouit dans quelque chose, donc on interagit avec le monde de façon harmonieuse. Et du coup, plus on apprend à s'aimer soi-même, plus on s'ouvre, plus on ouvre notre cœur, en fait, pour pouvoir aimer les autres. Mais c'est extrêmement vertueux, extrêmement Ouais. vertueux. Ouais, ouais, c'est très profond ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup.
Alors, tout à l'heure, ce qui me venait, tu sais, quand je disais que tu arrivais à décortiquer les choses, Mmh. souvent je dis les choses tellement simples ou en tout cas évidentes. Comment tu expliques le goût de la fraise? Tu vois, des fois je dis ça, c'est tellement évident, mais toi, tu arrives à décortiquer tout ça Ouais, et à nous expliquer quel goût ça a une fraise. Parce que moi, ouais, j'ai déjà essayé ah, d'expliquer quel ouais, goût ça a une ouais, fraise, ouais, je sais. mais je n'y arrive pas. Donc, c'est Mais tu vois, là, en fait, on est typiquement tout ce que je suis en train d'exprimer là depuis le début. Tout ce que je fais, du coup, beh, qui est synthétisé, si tu veux, au sein de l'académie et dans le Mmh. cadre des formations que je donne. En fait, c'est ça, moi, c'est ça qui m'épanouit. C'est ça qui donne du sens à ma vie. Alors, attention, pas que ça, hein, mais ça en donne énormément. Moi, ce qui donne le plus de sens à ma vie, évidemment, c'est le fait d'être papa. Mais par contre, le fait d'être papa a transcendé, si tu veux, mon potentiel pour pouvoir transmettre tout ce que je transmets aujourd'hui. Je pense, par exemple, que, tu vois, comme je te dis, ça me nourrit énormément tout ce que je transmets aujourd'hui. Énormément. Mais je pense que je n'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas été papa. C'est le fait d'être père qui m'a responsabilisé beaucoup Ouais. plus et qui m'a donné des ailes, en fait, pour avoir le désir profond, profond, sans jeu de mots, encore une fois, de porter ma pierre à l'édifice et d'essayer de changer les choses en essayant de faire ce qui, moi, me semble le plus juste. Oui, oui, être papa, ça c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et ça te ramène les pieds sur terre. Je pense que enfin moi en tant que garçon, j'ai grandi en étant tête baissée, je fonçais droit sur le chemin de la vie et être papa, ça m'a donné des responsabilités et dont je ne maîtrisais pas et j'ai beaucoup Exactement. appris sur moi finalement. Ah beh, Heu, c'est là où on apprend le plus, hein. c'est ça, voilà, donc et donc après l'envie de transmettre est très importante aussi et en plus de ça, c'est pas une donner un savoir ou une information comme tu disais, Ouais, c'est finalement la connaissance qu'on a eue par l'expérience, c'est ça. de toutes les difficultés de la vie, puisque souvent en plus c'est par les difficultés qu'on apprend en tout cas, Par les épreuves, en tout cas. les épreuves, Mmh. et moi je me réjouis, d'avoir des épreuves dans la vie et quand il y a un gros tas de merde qui me tombe sous le nez, je me dis: «Comment je vais pouvoir transformer ça en quelque chose de positif?» et de toute façon, c'est là, je sais que ça va être transformé et c'est à moi de faire en sorte que ça se résolve le plus rapidement possible et dans la façon la plus jolie. Mais oui, effectivement, être père, c'est ça qui est important dans l'autonomie et la transmission, c'est qu'on ne nous dit pas à la base qu'est-ce que ça va être. Et c'est ça aussi quand tu expliques les fondements des fondements, la base ne nous est pas expliquée au départ. On ne Bien sait sûr. pas comment ça marche, on ne sait pas à quoi on va avoir affaire, on sait rien Ouais, et tout tout ce ce qu'on qu'on nous nous donne donne à manger sert une société civile, oui, plutôt mais qu'une c'est société humaine. tout ce qu'on nous donne, c'est une description grossière, en fait, hein. Mmh mh. Mais on nous le vend comme une description extrêmement précise et Oui, finie. Et donc c'est là où il y a un choc. C'est-à-dire que, les gens pensent, par exemple, que lorsqu'ils sortent d'école, en fait, ça y est, c'est fini. En fait, non, c'est là que ça commence. exact. Tu vois? Et c'est là où il est le choc parce que les gens pensent qu'en apprenant un petit peu bêtement, tout ce qui est enseigné, il suffira d'être bon chaque année, d'études et puis en sortant, on sera tranquille. Mais en fait, pas du tout. Non. Pas du tout. Et là, du coup, moi, j'ai vu, des gens tomber de très haut et par exemple, être très bon à l'école et ne pas réussir après, socialement, quoi. Et inversement, Et des inversement. gens des gens qui étaient à Ouais, l'école, exactement. les clowns, les pitres, ou des Ouais, mauvais élèves ouais, qui ouais, aujourd'hui, eux, ont monté et ont tout à gravi fait. les échelons, beaucoup plus haut Tout à fait. que Mais d'autres, hein. parce que c'est ça qui est fascinant et pour lequel on ne prend pas suffisamment de temps et encore une fois, j'insiste, c'est pour cette raison, moi, que j'amène cette structure dans ma Mmh mh. formation, c'est que, heu, on décortique, en fait, l'envers du décor et du Ouais, coup, ça permet justement de ne pas tomber dans ces clichés et d'arrêter, en fait, de maltraiter, par exemple, les enfants en leur disant, des choses parce qu'on les a entendus aussi, nous, de nos parents, en leur disant que, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça parce que sinon ils arriveront à rien et que déjà là, on a perdu en fait la moitié de notre bataille en faisant ça, en ayant cette posture-là. alors Tu vois? moi, je suis Parce 100 d'accord, mais moi confronté aujourd'hui, aux enfants qui vont à l'extérieur Ouais, finalement, tu vois? ah ben Quand ils oui, vont le monde extérieur, tout à fait, leur propage ça et puis, on a aussi le retour de l'extérieur, face à soi. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas conformé à la norme, c'est très compliqué. tout à fait. Moi je le vis vraiment de l'intérieur ça Ouais, ah oui, oui, et donc il y a un moment donné, moi qui suis pas aussi extrêmement dans la norme, on est quand même en train toujours d'essayer de
d'être sous les radars pour arriver à naviguer dans ces eaux troubles. Mais, Oui, c'est pas évident parce que, en tant qu'adulte, on a vécu tout ça, on a vécu ces difficultés, donc on sait où sont les pièges. On essaye de donner à nos enfants ces clés pour éviter les pièges, mais je pense qu'il est nécessaire pour eux aussi de tomber dans ces pièges pour qu'ils apprennent ouais. de ça, mais c'est Mmh. compliqué. Mais tu vois, à mon sens, l'une des erreurs, que l'on fait, que notre génération et celle d'avant, hein, mais Mmh que mh. notre société fait globalement, l'une des plus grosses erreurs vis-à-vis des enfants, c'est de les sous-estimer. Oui. On les sous-estime, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que, tout simplement, on les imagine, un peu comme disait Rousseau, tu vois? On pense aux enfants comme des petits adultes. Tu vois? Et ça, c'est une erreur, mais fondamentale, parce ils ont une résilience, les enfants, qui est bien supérieure à la nôtre, une capacité à se modeler et à s'adapter qui est bien Mmh supérieure. mh. Et donc, on ne devrait pas avoir peur, en fait. On ne devrait pas avoir peur au contraire, ils ont des ressources que nous n'avons pas. Mais oui, Mais par contre, c'est à nous de leur montrer la voie. exact. Parce qu'ils peuvent pas, eux, ils n'ont pas l'expérience, si tu veux. Ils ont les ressources, mais ils n'ont pas l'expérience. Et c'est là où la complémentarité de la parentalité, c'est-à-dire les parents-enfants, est magique, en fait. Parce que justement, à eux deux, si tu veux, parents-enfants, en fait, ils peuvent changer le monde. À leur échelle, ils peuvent changer le monde. C'est ouais, ouais, non, ouais, je conçois tout ça. C'est plutôt, ouais, le monde qui, vient interagir entre cette relation parent-enfant Ouais. qui est compliqué à vivre, et je pense que le monde ne sous-estime pas les enfants. Il a pleinement conscience, de leur grandeur et de tout ce qu'on peut savoir sur, l'enfant, sa capacité d'adaptation et c'est pour ça que, l'éducation, aujourd'hui est celle qui est donnée, Mmh. à l'école parce que, il faut servir autre chose que, enfin après, on rentre dans une autre façon de voir le monde, Oui, moderne oui, et qui nous entoure. Mais oui, oui. je pense que, voilà, les choses sont faites pour, donner un résultat, Oui, oui. de Moi, l'adulte de demain. quand je disais, que la plus grande erreur, c'était justement de les sous-estimer, je parle des parents, hein. Je D'accord. parle des parents. C'est-à-dire que des parents aujourd'hui qui veulent une autre vie, un autre monde pour leurs enfants et qui voient tout ce qu'ils doivent mettre en place et tout ça pour justement, proposer une alternative, en fait, à ce monde-là, heu, ils projettent, en fait, leur propre peur par Mmh mh. rapport à ce que ça va impliquer pour les enfants, alors que pour les enfants, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et très souvent, les difficultés qu'ont les enfants ou les peurs qu'ils ont ou les difficultés qu'ils peuvent avoir ne sont que des projections des peurs même des parents. Parce que si les parents sont dans cette décision, qui sont ancrés, qui sont bien installés et surtout qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font, et ça, c'est le sujet crucial. C'est-à-dire, est-ce que les parents, par exemple, décident, je te donne un exemple, de mettre des enfants dans une école alternative, est-ce qu'ils savent pourquoi ils le font? Ou est-ce qu'ils le font parce que c'est à la mode ou parce qu'ils ont entendu une personne dire que c'était bien ou tu vois? Il y a ça aussi. C'est-à-dire, Ouais. et si les gens ont le pourquoi et qui sont ancrés, mais plus rien va les arrêter. Les enfants vont ressentir cet ancrage, les enfants vont sentir cette assurance et ils vont s'en nourrir, ils vont s'en inspirer. Tu vois, ça me rappelle encore une autre allégorie, si tu veux, par rapport à ça. Là, cette fois-ci, c'est un cheval. Donc, c'est dans une écurie. Alors, dans quel sens est l'histoire exactement? Oui, donc en fait, il y a un cheval donc dans une écurie et, et il y a une personne qui s'approche et donc il y a quelqu'un qui est en train de brosser le cheval. Et il y a une autre personne qui s'approche. Et donc la personne vient lui demander, voilà, comment va le cheval? Et il dit, ben tiens, vous voyez là le cheval il a peur. Et il dit: «Mais oui, mais comment ça se fait qu'il a peur et tout ça?» Ben, en fait, il a peur tout simplement parce qu'il ressent votre peur. Il ressent votre peur et comme il ne vous connaît pas, il se dit qu'il y a un danger. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de vous, parce que lui pensait qu'il avait peur de lui-même. Mais il n'a pas peur de vous, parce qu'il vous voit venir, donc c'est bon. Mais par contre, il sent que vous avez peur. Et le cheval, il comprend pas pourquoi vous avez peur, parce qu'il y a pas de raison que vous ayez peur, sauf s'il y a un danger.
Et donc, D'accord. le cheval, là, pense qu'il y a un danger qu'il ne peut pas percevoir, mais qu'il perçoit au travers de vous. Tu vois Ouais, la ouais. nuance? Bah, Ben, je c'est comprends très bien cette expérience du cheval. Je l'ai vécu moi-même avec un en balade à cheval. ouais. Tu sais, on fait des balades à cheval comme ça, l'été, Mmh. il y a d'autres personnes qui savent faire du cheval. Moi, on me donne un grand cheval, Ouais, certainement un garçon qui avait très envie de courir et quand, les gens ont dit: «Si on se faisait un galop», moi, j'étais pas chaud, quoi. Mais le cheval, lui, était chaud ouais, et il a bien compris que, bah, c'était lui qui décidait de toute façon et il ouais, s'est mis à galoper et j'ai l'impression de le voir tu sais, du coin de l'œil, ouais, rigoler et dire, bah, mon gars, accroche-toi parce que ça, ouais, on va y aller, on va quoi. y aller. Et Ouais, 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 ouais. les chevaux, c'est quelque Et chose si d'assez tu veux, cette impressionnant. allégorie par rapport au cheval, pour moi, c'est un exemple que je donne souvent aux parents que j'accompagne, au cabinet, c'est que, il faut vraiment ça nous donne en fait la responsabilité que nous avons nous vis-à-vis de nous-mêmes Mmh par mh. rapport à nos enfants. C'est-à-dire, on n'a pas uniquement la responsabilité et c'est ça que je trouve beau en fait, vraiment, hein. I On n'a pas uniquement la responsabilité de l'enfant. L'enfant nous fait prendre conscience de la responsabilité que nous avons de nous-mêmes. Mmh. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, avant d'être papa, j'étais pas responsable. J'étais dans tout ce que je décrivais là, qu'aujourd'hui je déteste. J'étais dans une forme de passivité. J'apprenais des choses parce qu'il fallait les apprendre. J'étais passif en fait. Mmh. Et mon fils, quand il est arrivé, en fait, il m'a juste mis un miroir devant moi. Et il m'a dit: «Beh, écoute, tu vois, moi, tout ce dont j'ai besoin, heu, ça va être le reflet de ça. Donc prends soin de toi, responsabilise-toi, fais des belles choses, tu vois, émerveille-toi de ce monde et en fait, moi, je vais me nourrir simplement de ça». Et c'est ça que j'ai compris et c'est là où, en fait, la paternité m'est apparue comme, hem, aussi extraordinaire, en fait. Aussi extraordinaire parce que ça nous oblige, nous, en tant que parents, à nous réconcilier avec nous-mêmes. Pas juste devenir des parents robots, qui s'occupent des enfants en je sais pas, alors attention, pas d'amalgame, mais en leur achetant des choses ou tu vois, en leur faisant des cadeaux. Non, ce que veulent les enfants et ce qui va les nourrir le plus fortement, c'est notre capacité à nous aimer nous-mêmes, à faire la paix avec nous-mêmes et à être heureux. De la même façon que le cheval. Et lorsqu'on sera ancré avec ça, qu'on sera en paix avec nous-mêmes et que nous serons capables de nous aimer nous-mêmes, mais eux, les enfants, ils vont s'appuyer sur ça. Ça va être leur socle. Oui. Mon papa, voilà, en fait, c'est ça mon papa. Vous avez vu? Voilà, c'est ça. Mon papa, c'est pas quelqu'un qui gagne des milliards de dollars. Mon papa, c'est pas quelqu'un qui a une montre à des milliers d'euros. Mon papa, non, mon papa, c'est quelqu'un qui incarne en fait, qui incarne la notion d'amour, mais l'amour par rapport à ce qu'on est capable de se donner soi-même. Parce que c'est probablement la chose la plus difficile, tu vois, le fait de s'aimer soi-même. Tu sais, on parle souvent de l'amour, Oui. de ces différentes façons, mais être capable de trouver la voie qui te permet de te réconcilier profondément avec toi-même, et donc, qui dit te réconcilier avec toi-même, ça veut dire te réconcilier aussi avec tes descendants. D'accord? Parce que tu es l'héritage de tes descendants. En fait, tu vois, de tous ceux qui viennent, de tous ceux qui étaient là avant toi. Et donc, c'est une aventure pour moi qui est simplement extraordinaire. Et ça, c'est vraiment les enfants qui permettent de poser le cadre de ça et qui te permettent par la suite, ben, en fait, de vivre véritablement ta vie. En fait, moi, j'ai l'impression, depuis que je suis papa, de vraiment vivre ma vie et de vraiment faire ce que j'aime et de savoir pourquoi je le fais. Oui, là, ça donne un sens. En tout cas, c'est sûr Oui. qu'il il y a un objectif, clair et Mmh. présent quand ils sont là. Tu utilises beaucoup le mot de paternité, de Mmh. parentalité. Ouais, Est-ce que la maternité ouais. est à l'égal de la paternité? Ah, Ou est-ce que totalement. vra ou est-ce qu'on c'est 2 choses qui se vivent différemment? Ah, alors, elles se vivent obligatoirement différemment Mmh. parce qu'elles sont complémentaires. D'accord, oui. C'est la OK. complémentarité. C'est uniquement ça. Donc elles se vivent complètement et c'est ça qui est beau, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, de la même façon, on va reprendre l'image, on va reprendre l'image de ton univers en parlant, beh, des électrons et des radicaux libres, Mmh. d'accord? C'est un couple, en fait. C'est un couple.
Ils correspondent à la façon dont les choses fonctionnent, et il y a un équilibre qui se fait entre les deux. Et s'il n'y a pas les deux, ben en fait, les choses ne peuvent pas se faire. D'accord? Tout comme il faut être deux pour faire un enfant, en fait, voilà, c'est pas pour rien en fait. Il y a vraiment une complémentarité. Et la beauté se trouve dans la complémentarité. C'est ça aussi où, dans le monde d'aujourd'hui, l'homme qui a du mal à prendre sa place ou en tout cas qui a une place, moins comme ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire l'homme qui va chasser, va ramener à Oui, manger, qui est là ouais, pour la sécurité, qui est assez, ouais, le mâle quoi ouais, finalement. ouais, ouais. Aujourd'hui, si la femme, peut faire la même chose que l'homme dans une journée, quelle est la place de l'homme finalement? Et donc je trouve que c'est, compliqué aussi d'amener cette complémentarité quand le monde actuel ne permet pas d'avoir, ces différences qui permettent d'être complémentaires. Ouais. Oui, 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 effectivement, il y a une tendance à vouloir tout homogénéiser, et Mmh. c'est pour moi, effectivement, c'est une erreur parce que à vouloir tout homogénéiser, en fait, on finit par diluer et on ne fait plus rien de bien, en fait, on fait tout, monotone. Donc c'est tout le monde est perdant, tout le monde est perdant. Ça, c'est C'est ça. pour à mon avis, c'est évident parce que, hem, tu vois, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce dont tu parles, il y a beaucoup de tâches dans le soin à la famille, le soin à l'enfant, le soin à la famille. Il y a beaucoup de tâches qui sont extrêmement critiquées ou vues de façon très péjorative. Tu vois, Mmh. par exemple, je te donne un exemple, hem, faire le ménage faire le ménage pour que les enfants puissent vivre dans un endroit propre et sain, ben, en fait, ça, c'est dévalorisé. Le fait de laver le linge, de repasser, le fait de faire à manger pour que les enfants, la famille puissent, s'alimenter, se nourrir de façon correcte et puissent passer une bonne journée par rapport à ça, puissent avoir des draps propres pour s'habiller, pour aller, se coucher, pour dormir et récupérer dans les meilleures conditions. Tout ça, qui ont, à mon sens, le plus de valeur, sont ceux qui, dans notre société actuelle, sont les plus dévalorisés. Je te donne un autre exemple. À l'échelle sociale, l'un des métiers les plus dévalorisés, c'est probablement celui des boueurs. Or, les éboueurs font probablement l'un des métiers les plus indispensables au bon fonctionnement d'une civilisation. C'est l'émonctoire du corps quoi, c'est C'est l'émonctoire du système. du système, Et ouais. si on n'a pas un émonctoire de qualité, Mmh. tout s'écroule. Tout s'écroule. Voilà, toutes les paillettes là que vous aviez mis ailleurs avec les gens en chemise, avec leurs petites cravates, tous ces gens-là, ils disparaissent. Ouais. Et donc, les gens qui se croient, si tu veux, en haut de la pyramide ou qui donnent, qui pensent faire des métiers euh, qui sont plus importants parce qu'aujourd'hui, la valeur, c'est l'argent. Donc, ce qu'on regarde pour valoriser un métier, c'est combien on gagne. Euh, c'est tout l'inverse, en fait. Parce que très souvent, les gens qui gagnent beaucoup d'argent produisent très peu de biens concrets, c'est-à-dire palpables à notre échelle physiquement ici maintenant. Alors que ceux qu'on paye au lance-pierre, ce sont des gens qui sont là dans l'ombre, qu'on regarde même pas, et qui nous permettent de faire justement de l'argent. D'accord? C'est eux qui permettent d'acheminer. On l'a vu dans une certaine période il y a quelques années, hein, qui était indispensable et qui ne l'était Oui, moins, hein. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc les éboueurs aujourd'hui c'est un métier voilà, quand quelqu'un est éboueur, c'est extrêmement péjoratif et pourtant ils ont une fonction qui est totalement clé. Si eux s'arrêtent, en fait, tout va s'arrêter. Oui, c'est comme les mouches ou les moustiques dans le Ouais, règne ou les c'est ça, vautours ou les c'est voilà ça. et les Exactement. charognes, tout ça, c'est Exactement, voilà. ouais. Ce qu'on glorifie, même dans le règne animal, c'est pas forcément les plus indispensables, les plus Mmh. efficients, parce que c'est pas souvent les plus beaux, Oui, tu vois? C'est pas les plus majestueux, c'est vrai. et donc voilà, donc on C'est assez paradoxal, hein, on vit dans un monde qui est vraiment paradoxe, hein, moi mais si j'aime tu veux, beaucoup observer ça. on est dans un monde du paraître. On n'est Mmh. pas dans un monde de l'être. On est dans Ouais. un monde du paraître, donc on attache plus d'importance, on donne de la valeur à ceux qui brillent, à À ceux qui brillent. l'avoir plutôt qu'à l'être. Oui, à ce qui brille. C'est-à-dire que, Mmh. par exemple, je sais pas moi, un cheval,
Hein, tu as un cheval, tu vois, avec toute sa crinière et tout ça qui brille. Bon, mais waouh, les gens, je veux dire, tu demandes à la plupart des personnes, un cheval, c'est dans notre culture, ça reste quand même un magnifique animal dont il faut prendre soin. Mais au-delà de sa beauté, si tu veux, quelle est sa véritable fonction dans l'écosystème? Ben en fait, même s'il en a une, elle est très faible, très très faible par rapport au crapaud. Ouais. Très très faible. C'est-à-dire que si on enlève le cheval, on va pas trop le voir. Hein. Il va pas, l'incidence au niveau de Ouais. l'écosystème va être très lent. On va pas être énormément perturbé. Par contre, nous, si on enlève les crapauds, ou si on enlève les abeilles, ou si on enlève certains types d'insectes, ben, ça va aller très très vite. Très très vite. Et d'ailleurs, on le voit déjà. D'ailleurs, on le voit déjà. Ouais. Tu vois, donc on ne voit pas en fait, on s'arrête au paraître, au physique, donc on s'arrête à ce qui est beau, parce que forcément ce qui est beau, c'est ce qui est bien. Ben alors, là, le biais cognitif est énorme, Ouais. et alors que là, on voit bien qu'on a l'impression que c'est tout l'inverse. Hein. Plus on est dans la crasse, plus on est dans quelque chose que nous on rejette culturellement, plus en fait, c'est proche de la terre et proche du vrai, c'est-à-dire proche de ce qui nourrit tout le reste. Ouais, exactement. On est dans l'inversion des choses de c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé le mot de paradoxe, c'est que c'est ce que tu disais, hein, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien, Oui, et on le vit tous les jours dans la publicité, sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, c'est ça. tout ce qui est dû, tout ce qui va être mis en avant, On est, on est on est face, capté par ça, on est on, fasciné. ouais, on est fasciné parce il y a, il y a toute une dimension du divertissement qui a été Mmh. développée autour de ce qui brille. On nous a éduqués, on nous a programmés pour que notre œil et du coup notre cerveau soit attiré par ce qui brille. Ou en tout cas, par ce qu'on nous fait croire qui brille. Parce que ça peut briller, et d'ailleurs c'est souvent le cas dans notre société aujourd'hui, ça peut briller et être totalement creux. Ah Et oui? d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour attirer les gens, il suffit juste de briller. Il n'y a pas besoin d'avoir de contenu à l'intérieur. Tu présentes une coquille vide, mais qui brille fort, 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 fort. Eh bien, ils vont arriver comme des insectes, là. Ils vont Sur arriver la lumière. près de la lumière. Voilà, on a compris ça, donc beaucoup de gens aujourd'hui l'utilisent et en profitent pour, quand des gens n'ont aucun contenu à apporter, ben en fait, ils leurrent en créant de la diversion en mettant des paillettes un peu partout. Ouais, ouais. Non, j'avais un truc en tête, je l'ai perdu, je t'ai réécouté. Ça me reviendra peut-être, mais non, non, c'est le monde d'aujourd'hui, n'est pas à la hauteur, je pense. En tout cas, c'est compliqué pour nous d'arriver à se placer, mais c'est la difficulté est belle, je veux dire. Ben moi, je pense que moi, si tu veux, la philosophie, ma philosophie de vie fait que je pense que le monde est tel qu'il doit être, en fait. Mmh. Et nous en sommes là où nous devons être pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer les choses. Voilà. Donc, il y a aucune fatalité, si tu veux. Il y a pas à aucun moment, tu vas me dire, oh, quand même, le monde dans lequel on vit, c'est terrible. Non, non, le monde, il est comme il est. Euh, mais après, à nous de savoir comment nous voulons interagir avec et qu'est-ce que nous voulons en faire. C'est C'est la surtout c'est ça. je crois que j'ai dit ça parce que je cherchais ce que je voulais te dire et Ah, j'ai retrouvé. yes. Hem On parle de la vision, de comment nous on voit les choses et pour faire le rapport avec le quantique, je crois que dès qu'il y a un observateur, les choses changent. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un lien à chaque fois quand on fait une observation sur quelque chose, est-ce que ça va amener à modifier finalement, l'expérience ou est-ce que ça va amener à modifier, tu sais quand on fait des analyses, le fait de regarder l'analyse, est-ce que ça va pas modifier les choses? Et du coup, comment on peut, arriver parce qu'on est toujours acteur, donc on observe des choses, c'est ce que tu disais entre, information, savoir, connaissance, donc on est toujours en train de regarder les choses et de décrypter. Est-ce que ça a une incidence finalement sur le monde et comment, finalement, la façon dont on pourrait regarder les choses pourrait amener à faire des modifications? Mais totalement, totalement. Si tu veux, là, vraiment,
La citation que je ramène toujours, si tu veux, qui est à la base vraiment de l'académie, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Si tu veux, cette phrase, en fait, synthétise la conséquence, effectivement, de ce dont tu viens de parler. Et effectivement, dans l'histoire de la physique quantique, ce qu'on a découvert, c'est que l'observateur, tel que nous l'entendons, est une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de statut propre à la notion d'observateur, parce que qui dit observateur dit neutralité. C'est-à-dire que tu as une scène qui a lieu devant toi, et tu as quelqu'un qui est complètement extérieur à la scène et qui, lui, peut observer. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'objectivité complète sur ce qui se déroule devant toi. Or, nous avons découvert avec toute l'histoire de la physique quantique que le simple fait d'observer et de mesurer, donc observer donc mesurer, va modifier le résultat. Et donc, on ne peut pas observer les choses telles qu'elles sont, on observe les choses telles que nous interagissons avec. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'ampleur de ça. Ah bah, c'est compliqué, on peut pas observer finalement. Non, on peut pas. Enfin, si, mais l'observation ne nous montre pas une réalité objective. Ouais. Elle nous montre pas ce qui est. Elle nous montre le résultat de l'interaction entre ce que nous observons et la façon dont nous interagissons par rapport à ce que nous voyons. C'est-à-dire que nous n'avons pas un accès direct au réel. Et ça, c'est la différence que je fais, du coup, de la même façon que je décortique l'information, le savoir et la connaissance, je sépare aussi le réel et la réalité. Oui. D'accord ? Oui, donc, voilà. Donc, le réel, si tu veux, c'est ce champ d'information dont je te parlais. Oui. D'accord ? Donc, dans lequel nous baignons tous, mais que nous ne voyons pas. Parce que pour pouvoir observer quelque chose, nous sommes des êtres de sens, d'accord ? Nous n'avons pas un accès direct au réel. On est obligé, pour obtenir une information de notre environnement, de passer par nos sens. On est obligé. Et donc, il y a un traitement. Donc, l'information du champ est traitée par nos sens. Oui. Il est ensuite traité et construit donc par notre cerveau. Et notre cerveau va projeter une image que nous allons observer. Mais ce que nous observons, c'est la projection de cette image. C'est pas le réel. Et exact. ça, c'est la réalité. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Ouais. Mais ça, si tu veux, tu te rends compte que là, tu vois, c'est expliqué simplement. Oui. Mais rends-toi compte des implications. Moi, quand j'explique ça dans ma formation, mais ça relativise tellement de choses. Tellement de choses. Donc tu te rends compte que du coup, aujourd'hui, tu ne peux pas, toi, être neutre, même notamment par rapport aux thérapeutes que j'ai, que ce soit les naturaux, que ce soit... Mais en fait, tu te rends compte que ta posture va avoir un rôle crucial dans la façon dont la séance va se dérouler. Et que ta façon de voir les choses n'est pas déjà objective. Donc, il va falloir redescendre un peu de ton piédestal, relativiser ce que tu crois savoir, être modeste, revenir à quelque chose de humble, laisser un petit peu plus de place vraiment aux patients, d'accord ? Et ensuite, de savoir que la façon dont tu vas interagir va avoir des conséquences, que tu ne peux pas te cacher derrière ton savoir. Oui, moi j'ai appris, on m'a dit qu'il fallait, dans ces cas-là, il fallait faire ça, donc je vous dis de faire ça. Et si ça se passe pas bien, tant pis, moi j'y suis pour rien, on m'a dit que c'était comme ça. On ne peut plus faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ouais. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il faut être responsable. Et ça, donc, c'est encore plus quand on est thérapeute, mais c'est valable à l'échelle des relations humaines. C'est-à-dire que quand on échange avec quelqu'un, quand on partage avec quelqu'un, on a une responsabilité. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas lui parler n'importe comment, on ne peut pas, même les intentions qu'on a par rapport à nos émotions, la colère qu'on peut avoir quand on va dire quelque chose, la façon dont on va le dire, va avoir des conséquences. Mais va avoir des conséquences sur lui, mais sur nous. Surtout sur nous. Donc la personne, par exemple, qui se met en colère, parce qu'elle a des raisons d'être en colère et elle a besoin de l'exprimer.
Mais en fait, quand tu comprends les rouages de ce que je viens de t'expliquer et que tu vas un petit peu plus loin comme je le fais, en fait, tu comprends que cette colère, elle se retourne d'abord contre toi-même, en fait. Elle se retourne d'abord contre toi-même. C'est à toi qu'elle nuit, cette colère. Ah oui. Et oui. Et donc ça, si tu veux, ça donne des pistes, ça donne des clés, ça donne des éléments, même pour que certaines personnes qui n'ont jamais voulu faire un travail sur eux-mêmes, parce que de la façon dont ils avaient projeté le monde, ils pensaient que systématiquement, en fait, l'enfer, c'est les autres. Et bien là, avec ces éléments qu'on décortique, ils se rendent compte que la clé du fait que nous pensions que l'enfer, c'est les autres, en fait, la clé, elle est en eux-mêmes. Elle est dans leur façon de penser le monde, qui engendre leur façon de voir le monde. Ah ouais, là, c'est là, ça remue, on va dire, hein, ouais, ouais. Non, mais je le vis, donc forcément, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et merci pour ces mots parce que ça met des mots sur des choses dont on ne prend pas le temps de se poser, Mais et la compréhension est très importante. Donc, merci pour ce savoir que je vais mettre en pratique. génial, génial. Mais c'est pour moi, c'est le plus important, en fait, tu vois, de Ouais. décortiquer ça parce que finalement, en ne le décortiquant pas, comme je te dis, on rend les gens totalement dépendants, mais c'est surtout qu'on fait croire un mensonge qui est que la vie, en fait, est compliquée. Et que comme c'est compliqué, on ne peut pas se substituer à des experts ou à des sauveurs extérieurs. On ne peut Mmh. pas, on a besoin de ça parce que la vie est trop compliquée. On ne peut pas être, combien de fois je l'ai entendu, on ne peut pas être spécialiste en tout. Non mais Mmh. ce n'est absolument pas la question. Ce n'est pas du tout la question. Là, le fait de déléguer la totalité de notre pensée et des raisonnements à quelqu'un d'autre, la seule chose qu'il va pouvoir vous apporter, ce n'est pas la façon dont les choses se passent, c'est la façon dont il perçoit les choses. Et tout le monde le perçoit différemment. Et c'est pour ça que là, sur Internet, sur les plateaux télé, partout, on perd du temps avec des débats d'idées. On Des perd maîtres du à penser, ouais, ouais. Et oui, on perd du temps avec des débats d'idées parce que dans l'absolu, ils ont tous raison et ils ont tous tort. Sauf que on ne parle pas du vrai sujet en fait. Mmh. On ne parle pas du vrai sujet. Donc le fait de décortiquer, de prendre le temps de décortiquer les choses et de les rendre accessibles comme ça au plus grand nombre, Ouais. moi, ça me donne la gratification d'autonomiser, mais réellement les gens. De Mmh. leur faire prendre conscience des choses qui donnent des eureka et qui leur permet de dire, mais oui, mais là, du coup, moi, maintenant, je peux. Et probablement que ce qu'ils vont faire eux, moi, je serais incapable de le comprendre. Et on s'en fout. Enfin, on C'est s'en à fout. leur façon en plus, ouais, ouais. Exactement. Et ça sera très pertinent, parce qu'ils vont mélanger ce qu'ils ont compris de ce que j'ai transmis à leur magie à eux. Exact. Et donc, et derrière, moi, j'ai pas besoin de comprendre. Et si je comprends pas ce qu'ils font, ça me rend pas plus bête. C'est juste que c'est pas accessible à moi parce que ils ont une magie que moi je n'ai pas, et donc ils vont avoir une compréhension, une finesse que je ne pourrais pas avoir. Et c'est pas grave, j'ai pas besoin parce que moi je dois travailler ma propre finesse et ma Exact. propre subtilité dans mes domaines de compétences. Et si nous travaillons tous et que nous enrichissons tous nos propres moyens de compétences, au lieu de au lieu d'encenser ou de mettre sur un piédestal celui de quelques-uns, d'accord? Et en fait, ça deviendra vertueux, là où, à mon sens, aujourd'hui, c'est devenu vicieux. Mmh. Ah oui, oui, tout à fait. Pour le coup, c'est oui, c'est le monde d'aujourd'hui n'est exactement pas celui Mais qui devrait être, hein. c'est exactement ça, et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'ouvrir cette académie cette année pour répondre, en fait, tout ce Bon, dont on vient de parler là. donc ton académie, comment Oui. on fait pour la trouver? Ah, alors cette académie, donc déjà, il y a un site internet, hein. OK, Donc le site internet, donc c'est un nom. L'académie a spécialement un nom compliqué, enfin pas compliqué, complexe, parce que justement c'est un concept qui est l'homéorésie. Donc l'homéorésie, si tu veux, c'est un concept euh, euh, dont je parle depuis maintenant à peu près 15 ans, d'accord. pour lesquels j'essaye, donc essentiellement les thérapeutes à la base, donc Mmh. des ostéopathes, des médecins, des kinés, à l'homéorésie, si tu veux, pour simplifier, c'est
une version actualisée, mise à jour, des compréhensions que nous avons de l'homéostasie et de l'hormèse par rapport à l'intégration des implications de toutes les révolutions scientifiques du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est-à-dire que l'homéostasie et l'hormèse sont des concepts en fait fondamentaux du vivant, mais qui sont très mal compris, très très mal compris parce qu'ils sont pas actualisés. C'est-à-dire qu'on en parle aujourd'hui comme on en parlait au début de leur découverte, c'est-à-dire au XIXe siècle. D'accord ? Et depuis, il y a eu énormément de révolutions scientifiques qui ont totalement bouleversé notre façon de penser et de voir l'hormèse et l'homéostasie. Sauf que les mises à jour n'ont pas été faites. Et le peu de gens qui ont travaillé sur ces mises à jour, mais ce sont du coup des gens qui travaillent dans des laboratoires, c'est-à-dire ce sont des physiologistes, d'accord ? Ces gens-là, donc moi que j'ai suivi, ont, si tu veux, inventé, donc ils ont créé un néologisme, donc ils ont créé un nouveau mot pour parler en fait de ce nouveau format d'homéostasie et d'hormèse, parce que les implications des sciences actuelles nous obligent à créer un nouveau mot parce qu'il n'y a rien de comparable dans la langue française. Tu vois ? L'homéostasie, c'est l'histoire de l'homéostasie, ça. L'homéostasie, donc c'est Claude Bernard, d'accord ? Enfin, Claude Bernard, lui, il a créé, si tu veux, le concept de milieu intérieur. D'accord ? Quelques années plus tard, Bradford Cannon, donc physiologiste, a repris les travaux de Claude Bernard et il a créé le néologisme d'homéostasie pour intégrer le concept révolutionnaire de milieu intérieur de Claude Bernard, qui avait des implications qui dépassaient l'entendement, si tu veux, scientifique de l'époque, et qui du coup dépassaient le vocabulaire de l'époque. Et donc, pour expliquer ça, ils ont été obligés d'inventer un nouveau mot, qui a été homéostasie. D'accord ? Ok. Voilà. Sauf que de la même façon, par la suite, il y a eu le même phénomène et il y a eu l'hormèse qui est venue s'intégrer. Et presque 50 ans plus tard, avec les énormes booms qu'il y a eu avec la physique quantique, la relativité, la théorie du chaos, la cybernétique, la théorie de l'information, et j'en passe, c'est-à-dire tous les éléments que nous avons vus et que nous voyons à l'académie, tout cela a obligé un autre physiologiste moderne à inventer un nouveau mot pour intégrer toutes ces nouvelles données. Et ce nouveau mot, c'est homéorésie. Voilà. Et donc, tu sais, au début, il y a eu une discussion au sein de l'équipe pour le nom de l'académie et qui était vraiment pertinent. Parce que moi, tu sais, je ne suis pas du tout dans le domaine du marketing, de la communication, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, j'essaie de prendre des infos des gens qui sont plus compétents que moi. Et au début, ce qu'on m'a dit, c'est que si tu mets homéorésie, académie homéorésie et principe du vivant, les gens ne vont pas comprendre et ils vont se braquer. Et j'aurais dit, oui, effectivement, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur, mais c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de vendre, en fait. L'objectif, c'est d'informer les gens. Si moi, qui veut changer les choses, qui veut amener de la modernité, c'est-à-dire qui veut dépoussiérer toute cette physiologie qui est complètement dépassée actuellement, et qui ne donne pas l'exemple en mettant les pieds dans le plat et en mettant en haut, en grand, le mot qui représente le mieux ce changement, qui le fera ? Qui le fera ? Donc, du coup, j'ai pris le pari de le faire, mais du coup, les gens, quand ils voient ça, ils comprennent pas, ils zappent. Donc, si tu veux, j'amène beaucoup moins de gens à moi. Par contre, les gens qui viennent, effectivement, sont vraiment, vraiment intéressés. Et ce terme-là, homéorésie, c'est l'aboutissement de ce travail-là et qui va permettre, en fait, aux gens. Donc, aujourd'hui, quand tu tapes homéorésie, tu vas trouver quelques articles très, très pointus qui traitent de ça. Mais parce que ça n'a pas encore été popularisé. D'accord, ouais. Or, quand tu parles d'homéostasie, ben en fait, tu t'accordes à dire, à parler de l'homéostasie comme si tu étais au Moyen-Âge. Bon, on parle du 19e siècle, on est d'accord, Oui. mais de façon complètement obsolète. C'est comme si aujourd'hui, on parlait d'astronomie. L'astronomie, aujourd'hui, elle est régie essentiellement par la relativité générale d'Einstein, qui a dépassé le modèle d'Isaac Newton. D'accord ? Voilà. Elle n'a pas remplacé, mais l'a dépassé. OK.
Et si tu veux, on a compris beaucoup de subtilités que le modèle mécanique de Newton ne pouvait pas expliquer à l'époque. D'accord? Eh bien, ça, c'est depuis 1915. D'accord? La relativité générale, c'est 1915. On est en 2024. Imagine-toi que en 2024, on parle de l'astronomie et qu'on décrive les planètes avec le modèle d'Isaac Newton. Eh bien, D'accord. c'est ce qu'on fait avec l'homéostasie aujourd'hui quand on en parle dans les écoles. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il faut une mise à jour, quoi. Ah mais il faut une mise à jour, mais Ouais. surtout que le nombre de données qui modifient et qui transcendent l'élément d'homéostasie qu'on avait à l'époque, elles sont énormes. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Regarde, l'homéostasie, c'est un terme que tout le monde croit connaître, mais en fait que personne ne comprend vraiment quand on prend le temps de s'y atteler. C'est un mot qui, dans les bouquins de physiologie de référence, font quelques lignes. Quelques lignes. Hein. Le premier module de ma formation que j'ai fait au sein de l'académie, ça a duré 1 semaine. Donc, j'ai fait 1 semaine sur l'homéostasie. 1 semaine de mise à jour. Et quand je dis 1 semaine, c'est 1 semaine de présentiel. D'accord? Donc, les gens sont venus pendant 6 jours pour reformuler, si tu veux, leur Ouais. conception en fait de l'homéostasie. On a refait une 2e semaine sur l'hormèse. Parce qu'en fait, c'est le corollaire. Et là, à la fin de ce mois-ci, on va avoir une semaine, enfin, sur l'homéorésie. Parce que l'homéostasie, en fait, elle ne peut se comprendre que si tu as mis l'ensemble de ces éléments actualisés à ce jour. Ça te fait ouvrir des nouvelles portes et ça te fait voir le monde tel que tu le penses, encore une fois, et non pas tel Ouais. qu'il est, mais du coup de façon plus affinée. Et ça te permet du coup d'appréhender l'hormèse d'une façon beaucoup plus objective que celle qui est faite actuellement. D'accord? Et ensuite, une fois que tu as fait homéostasie et hormèse, ça te donne encore un élargissement de la visibilité, tellement tu as déconstruit de choses, qui te permettent d'avoir les bonnes lunettes pour pouvoir attaquer l'homéorésie. Mais quel travail quand même pour en arriver là. Et ça nous aura pris une formation là de 7 mois. Vraiment une formation, tu vois, qui aura duré 7 mois avec un travail donc avec un travail du coup de réactualisation aussi entre chaque stage. Donc ça a été quand même un travail de longue haleine et c'est quelque chose qui va se poursuivre, si tu veux, par la suite. C'est vraiment, passionnant et très intéressant, de voir que, tout ce qui existe continue à, prendre nouvelle forme et continue à toujours à être quelque chose qui se upgrade et avec les contemporains. C'est-à-dire que, on peut se prendre de ces sujets, les transformer à soi pour pouvoir les prolonger dans le temps. Moi, ça me fascine quand même ça. Mais oui, mais si tu veux, en fait, c'est le propre de la science et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que la science, elle évolue et la science, par définition, elle est lacunaire parce qu'elle s'appuie sur des modèles. Mmh mh. D'accord? Et ça, on semble l'avoir oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules personnes qui s'intéressent à la science, ce sont les gens qui en font. Or, ce qui est important dans la science, ce sont les implications. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous dit de nous? Qu'est-ce que ça nous dit de notre, déjà de qui nous sommes et de comment nous fonctionnons et de tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Et on s'est arrêté, en fait, à la dimension purement technico-technique de la science. Et du coup, c'est pour ça que seuls les scientifiques font de la science aujourd'hui. Alors, il y a quelques vulgarisateurs à droite à gauche qui essayent, tu vois, de dire aux gens, mais quand même, je dirais, il faudrait quand même que vous y intéressiez parce que les implications sont quand même phénoménales. Et d'ailleurs, on a eu ce problème. D'ailleurs, ça me permet, si tu me permets, d'introduire justement la prochaine formation Ouais, dont on va ouvrir du coup les inscriptions là, à partir de la semaine prochaine, je crois, d'accord. euh, qui va justement être dans le prolongement du coup de l'homéorésie. C'est-à-dire que en science, dans l'histoire des sciences, il y a toujours eu un lien, et il y aura toujours un lien, si tu veux, entre les sciences dures, donc les sciences de la physique, des mathématiques, avec les sciences de la vie. Parce Ouais. que ce que nous avons découvert dans les sciences de la vie, c'est-à-dire la biologie, la microbiologie, la biochimie, tous ces éléments, ce sont des conséquences, des outils que nous ont fournis les sciences de la matière. Donc en fait, les avancées
des sciences de la vie, c'est-à-dire notre capacité à progresser, notre façon de voir le vivant, dépend des outils que développent les sciences de la matière. Donc, nous devrions garder un contact permanent et leur demander, tiens, qu'est-ce que vous avez comme nouvel outil? Et comme ça, j'actualise. Eh bien, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un constat qui est qu'il y a un décalage de près d'un siècle, c'est énorme, entre le moment où on découvre, c'est-à-dire qu'on refaçonne un paradigme, c'est-à-dire qu'on transforme totalement, fondamentalement, notre façon de voir la matière vivante, la matière, pardon, pas vivante, mais la matière physique, d'accord? Et le moment où les gens des sciences de la vie commencent à l'intégrer. Donc il y a une espèce de mur entre les deux, c'est-à-dire, et d'ailleurs il y a eu des grandes discussions où les gens, des physiciens qui ont dit à des biologistes, écoutez les gars, là il y a un décalage énorme et vous feriez bien de vous intéresser quand même à ce qu'on fait parce que ce que vous décrivez, mais ça devient complètement obsolète en fait. Vous décrivez des choses qui ne sont plus vraies par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Or, il y a quand même des conflits d'intérêts énormes parce qu'il y a des gens qui ont écrit des dizaines de bouquins, qui ont construit toute une carrière sur certains modèles et qui rechignent quand même à laisser leur place et à se dire, à accepter le fait que bon, peut-être que je vais devoir accepter que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ben, c'est obsolète. Et pourtant, c'est ça la science. Si tu n'es pas prêt à accepter que ce que tu crois aujourd'hui et ce que tu transmets, ce que tu partages aujourd'hui va devenir obsolète, il ne faut pas le faire. Sinon, on prend la science en otage. Et c'est ce qui se passe. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des outils en science de la matière qui nous permettent de redéfinir fondamentalement ce que nous savons du vivant et donc de la santé. Sauf que ça vient petit à petit. D'accord? Et donc, la prochaine formation qui va avoir lieu là, fin octobre, va consister à reprendre les fondements de la physique du XXIe siècle. C'est-à-dire que la physique du XXIe siècle, elle est fondée sur deux piliers. C'est la physique quantique, pour l'infiniment petit, et la relativité, pour l'astronomie. Ces deux piliers-là expliquent quasiment la totalité de tous les phénomènes observables. D'accord? Donc c'est eux, aujourd'hui, qui décident, qui décrivent le monde dans lequel nous vivons. C'est eux qui disent, voilà, le monde, il est comme ça. Et rappelle-toi qu'on voit le monde pas tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. D'accord? Exactement. Donc, nous avons ces deux piliers, et ces deux piliers nous disent des choses. Nous disent des choses. Et il faut pouvoir, en fait, les implémenter dans la biologie, pour pouvoir faire une mise à jour de la biologie et donc de la physiologie, de la microbiologie et ainsi de suite. Donc la prochaine formation, en fait, elle va concerner exactement ça. C'est-à-dire qu'on va traiter de la physique quantique, on va traiter de la relativité, on traitera aussi de notre élément qui est fondamental parce qu'il fait le lien, qui est la théorie du chaos. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir mesurer les implications que cela, parce que comme on a les outils, je t'ai dit, et que ça dure 100 ans avant que ça aille dans les sciences de la vie, on va pas attendre 100 ans. Ah ben non. Pourquoi on attend aussi longtemps? Mais moi, j'ai envie de mon temps de connaître les bouleversements que ça va entraîner. Ça a l'air tellement incroyable en plus. Donc moi, à mon niveau, je veux pouvoir faire avancer le truc. Donc on va étudier, c'est-à-dire apporter les éléments nécessaires pour les personnes lambda, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas physiciens, pour ceux qui n'ont pas de bagage scientifique, amener ça de la façon la plus concrète, pas simpliste, parce qu'il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas dénaturer, parce que derrière, il faut aussi combattre cette tendance qu'il y a par exemple aujourd'hui par rapport à la physique quantique à dire n'importe quoi. Et ça aussi, c'est quelque chose moi qui m'irrite, parce que le fait de ne pas faire tout ce travail en amont fait que les gens s'accaparent la mode notamment de la physique quantique, et font dire à la physique quantique n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et comme personne n'a fait le travail, personne n'est en capacité, c'est-à-dire que les gens qui sont naïfs et qui suivent par exemple les gens qui disent ces choses-là, ils n'ont pas les outils en fait pour se défendre. Ils n'ont pas les outils pour critiquer ou alors pour relativiser et se dire
Là, ce qu'il dit, il exagère en fait. Il n'a pas bien compris. Il généralise quelque chose qui n'est applicable que dans une certaine situation. Tu vois? Et donc, Ouais. les gens, du coup, après, peuvent se créer un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. Absolument rien. Et donc là, l'objectif, ça va être de donner un cours, de donner une formation rigoureuse pour que les gens aient les outils qu'il faut, des outils clairs, pour pouvoir discerner le vrai du faux. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est mesurer les implications que cela va avoir dans notre façon de comprendre le vivant et la santé. Quelles implications ça a, nous, dans notre quotidien? Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir après une introduction sur la biologie quantique, qui est mon prochain cheval de bataille, pour introduire ce nouveau champ d'études qui a un énorme champ d'application devant lui, mais qui traîne parce que les gens tournent le dos à ça, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent attendre, si tu veux, les 100 ans en gros. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Donc, on va traiter, si tu veux, de cette biologie quantique et on va essayer de comprendre quelles implications ça a sur notre conception de la santé au quotidien. Qu'est-ce que ça va changer sur ma façon de comprendre l'alimentation? Qu'est-ce que ça change sur ma façon de faire de l'exercice physique? Qu'est-ce que ça change dans ma façon dans l'importance ou dans la façon que j'ai de dormir? Tous ces éléments-là, ça va nous donner des perspectives de la hauteur, de la même façon que celle que je t'ai donnée quand je t'ai parlé d'information, savoir et connaissance. Tu vois? Décortiquer pour comprendre quels sont les enjeux derrière et se dire, ah mais en fait, et ce dont on va se rendre compte, c'est que les débats qu'il y a actuellement sont des débats qui sont en fait, mais totalement hors sujet. Comme la digestion que je t'ai expliqué, Ouais. c'est pareil en fait. On ne regarde pas au bon endroit. On ne regarde pas au bon endroit alors que nous avons les outils aujourd'hui pour nous Ouais. montrer que c'est pas là qu'il faut regarder. C'est Et ça. donc, on va avoir ce travail de comprendre la dimension physique, donc la physique quantique, la relativité, ce qu'elles nous disent du monde d'aujourd'hui, les implications dans le monde du vivant et surtout sur la santé pour chacun. D'accord? Donc, ce n'est pas un truc pour les physiciens, c'est quelque chose pour tout le monde, pour tous les gens qui sont juste simplement curieux et qui veulent être un acteur, tu vois, de la santé aujourd'hui. Et ensuite, on a la chance, donc, dans cette formation, d'être associé à un chercheur qui s'appelle Nassim Haramein. Mais j'allais t'en parler justement parce que. Voilà. Parce qu'on a fait une vidéo ensemble. Je suis allé l'interviewer du coup par rapport à un papier qu'il a écrit, Ouais. qui s'appuie du coup sur les implications. Parce que si tu veux, la relativité générale et la physique quantique, dans le modèle standard de la physique, ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que les équations, quand on les pousse à bout, en fait, ils disent des choses contradictoires. Donc, ça veut dire qu'il y en a un des deux, soit qui doit céder, sauf que toutes les expériences qui ont été menées depuis l'élaboration de ces modèles, aucun n'a plié. C'est-à-dire que toutes les expériences qu'on a fait nous ont montré que chacun des modèles était véridique. Donc ça aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'histoire des sciences, on va voir des choses, mais moi, je suis vraiment exalté à l'idée de pouvoir faire ça, parce qu'en plus, pour moi, la physique quantique et la relativité, c'est vraiment des domaines qui m'ont passionné depuis très, très jeune. Ça fait vraiment des décennies que je travaille sur ces sujets-là. Et donc, de pouvoir le transmettre, donc j'ai déjà donné des cours sur ça. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais ce seront des cours qui seront rendus accessibles justement pour ceux qui feront la formation. Mais si tu veux, il y a comprendre que la contradiction qu'il y a entre ces deux éléments, donc ils ne nous disent pas la même chose finalement de la réalité dans laquelle nous vivons, et donc il y a un besoin, il y a une tentative, si tu veux, d'unification des forces. Tu sais, quand on parle de la science du tout, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche un modèle qui permettrait de dépasser les deux et qui permettrait de tout expliquer. Et finalement, c'est complémentaire. En fait, c'est pas complémentaire parce que malheureusement, ils sont complémentaires dans la façon dont on décrit la physique actuellement. Sauf que ils sont incompatibles. On ne peut pas les mettre ensemble. Okay. Et c'est ça qui est fascinant. Ils sont pas complémentaires. S'ils étaient complémentaires, on n'aurait pas besoin d'unifier les forces. La physique serait complète. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un modèle standard de la physique où toutes les forces que l'on connaît, force électromagnétique, la force nucléaire forte, force nucléaire faible,
Tout le monde est là-dedans, la physique quantique, tout le monde est là-dedans. Il n'y a qu'une seule force, et qui n'est plus une force, qui résiste, c'est la gravitation. La gravitation, on n'arrive pas à la rentrer dans ce modèle. Et pourtant, on n'arrive pas, par l'expérimentation, à la mettre en défaut. Et d'ailleurs, on a eu, malheureusement, si je puis dire, une confirmation encore énorme de son niveau de véracité avec les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles qu'on a découvert il y a quelques années. Bon, là, je suis déjà en train de te parler du cours, mais parce que je suis passionné par le truc, tu vois. Donc, les ondes gravitationnelles, si tu veux, c'est quelque chose qui avait été prédit par Albert Einstein lorsqu'il a fait le papier sur la relativité, et qu'on a découvert qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il y a quelques années, et qui montre que, waouh, si les ondes gravitationnelles ont été découvertes, c'est que il y a peu de chances que le modèle d'Einstein soit faux. Tu vois? C'est une démonstration de force pour dire que son modèle est vraiment très fort. Mais de la même façon, la physique quantique nous montre des choses. C'est-à-dire, la physique quantique, c'est la physique la plus précise de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est la physique qui donne des résultats. C'est-à-dire que tu poses une équation, tu lances ta machine pour obtenir le résultat. Tu as un nombre de chiffres après le zéro qu'on n'a jamais obtenu avec aucun autre modèle. Le niveau de précision, c'est même pas de la chirurgie, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et plus on fait de tests pour tester le modèle quantique, plus on obtient de résultats. Donc à chaque fois, on nous dit que non, mais c'est bon, c'est précis, c'est de plus en plus précis, c'est bon. Et donc, plus ça va, plus le modèle standard, si tu veux, en tout cas avec la physique quantique, nous dit que c'est le bon modèle. Et de la même façon pour la relativité générale et les ondes gravitationnelles, on nous dit c'est le bon modèle. Sauf que ces deux modèles, quand tu les pousses à bout, quand tu pousses les équations de ce qu'ils disent, ils ne décrivent pas le même monde. Ouais. C'est un truc de fou. C'est fascinant. Et donc, mais c'est incroyable. Et donc, du coup, d'où la nécessité d'unifier les forces, c'est-à-dire de faire une tentative de trouver encore un autre modèle qui permettrait de dépasser ces deux-là et qui permettrait d'unifier le problème de la gravitation avec le modèle standard de la physique. Et donc, il y a énormément de théories. Et du coup, pour en revenir à la formation que je propose, du coup, les outils qu'on donnera permettra de comprendre du coup ces enjeux et de comprendre du coup la nécessité de présenter des nouveaux modèles, comme la théorie quantique à boucle, comme la théorie des cordes, qui sont des choses qui paraissent très éloignées ou farfelues aux gens qui ne connaissent rien. Mais en faisant cette formation, en fait, quand ils entendront parler de ça, ils comprendront pourquoi c'est important. Ils comprendront quels sont les enjeux. Et donc, la chance que nous avons avec la présence de Nassim Haramein dans cette formation, c'est que lui présentera les travaux et les papiers qui proposent une alternative à ça. Donc, il y aura carrément, et ça sera inédit dans cette formation, on aura la partie théorique, donc l'information avec une partie du savoir, et on aura quasiment la mise en pratique derrière avec un modèle proposé en grandeur nature par Nassim Haramein. Là, on atteint un sacré niveau parce que là, pour moi, c'est vraiment... Bravo, en tout cas. Mais Déjà, merci beaucoup. Mais là, si tu veux, le plaisir, pour moi, il est surtout pour tous ceux qui vont participer à la formation. Ouais. Parce que ça, je le dis du fond du cœur, en fait, c'est ce que j'aurais aimé avoir, moi, comme formation, quand j'étais étudiant. Je rêvais d'un truc comme ça. Donc, je me fais un cadeau, à mon moi du passé, si tu veux. Ouais. Mais ça va être le format. Déjà, ça va être inédit parce que ces deux-là vont être traités ensemble. Ouais. C'est-à-dire que la physique quantique et la relativité vont être traités ensemble, là où d'habitude, ils sont traités complètement séparément. C'est-à-dire que tu as les physiciens atomistes qui travaillent et qui font de la recherche sur la physique quantique, et tu as de l'autre côté, mais à l'autre bout, les astronomes qui traitent de la relativité. Mais chacun dans son coin. Et ça empêche de comprendre quelles sont les limites et les implications de ces sciences-là. Et donc, ça nous rend, nous,
les gens qui ne sont pas, si tu veux, dans la recherche scientifique, dépendants de ce que eux vont nous dire. Ah oui. Alors que si on arrive à faire ce travail-là ensemble, mais en fait, nous pourrons tous réfléchir et se poser des questions sur les implications que ça a sur le monde. Et surtout, comme je dis, parce que le travail, la partie qui sera liée, si tu veux, à toute la partie biologie quantique et tout ce qui est lié au vivant, en fait, ça va nous amener à nous poser des sérieuses questions sur la façon que nous avons de comprendre et d'appréhender la santé en 2024. Et ça c'est vraiment l'objectif ultime de cette formation. Sans compter les bagages techniques et les outils qu'on aura en ayant traité la physique quantique et la relativité. Parce que quand tu as une connaissance de ces deux domaines-là en 2024, je peux te dire que tu peux prétendre à aller investiguer beaucoup de choses. Par contre, si tu n'en as aucune réelle connaissance, là, tu prends des risques très grands à dire des bêtises, à faire des exagérations Ou des et raccourcis. surtout à promouvoir des choses qui peuvent être potentiellement totalement fausses. Ouais, ouais. Ça, c'est extrêmement vrai. Extrêmement vrai. Donc, vraiment bravo pour tout ce travail. Pour toi, ça te passionne. Donc, Ah oui, oui. t'as pris beaucoup de plaisir et Ah oui, oui. vraiment, Et là, je ça suis en train de s'entend. le préparer. Ouais. J'ai vraiment hâte et j'ai hâte de rencontrer les gens qui vont venir partager ce grand moment avec Nassim Haramein et moi-même. Et donc, pour ceux que ça intéressera, du coup, les dates, donc ça, vous pourrez le retrouver sur le site du coup de l'académie. Hein. C'est Homéorésie et principes du vivant. Donc, je pense que tu mettras le lien. Je mettrai le lien, oui, oui. Voilà, tu mettras le lien. Et du coup, le stage aura lieu à cheval. Donc, ça durera 4 jours. Ça aura lieu à cheval entre fin octobre et début novembre. Ok, D'accord. Donc, c'est les 2 derniers jours d'octobre et les 2 premiers jours de novembre. ok. Je Voilà. mettrai tout ça. Et également, justement, pour ceux qui souhaitent en savoir plus par rapport à ça, on va organiser un webinaire où on va pouvoir poser pas mal de choses et du coup répondre aussi aux questions Mhm. des gens qui sont intéressés. Et donc, ce webinaire, il aura lieu normalement le samedi 14 septembre à Ok. 19h. Donc, de la même façon, je pense que tu pourras mettre le Je lien pourrais le par noter, rapport à ouais. ça. Voilà, Ouais. génial. Donc voilà, Bah, ça c'est sera génial. l'occasion de pouvoir approfondir un petit peu tout ça. Oui, là, oui, oui, bah, surtout qu'avec toi, ce qui est bien, c'est qu'on part sur quelque chose de surface Ouais. et tu nous amènes dans Ah les ben, profondeurs. je suis un creuseur. Moi, je suis un creuseur. Tu creuses, mais tu amènes la lumière sous terre, donc c'est quand même assez sympa de pouvoir voir. Je fais du mieux que je peux, mais je pense que ça, c'est vraiment parce que je le fais avec le cœur. Je creuse avec mon cœur, donc du coup, c'est vrai que Non, puis ça me réussit plutôt bien. ça reste quand même compréhensif. Il faut avoir quelques bases de compréhension. Oui, C'est vrai que Nassim, des fois, en tout cas moi, il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué. Ou en tout cas, j'ai ces concepts aujourd'hui parce que je l'ai écouté aussi, mais c'est pas toujours des choses évidentes ou oui, pas pour tout le monde, oui. parce qu'il Mais faut être intéressé. exactement. Mais là, tu soulèves un point justement fondamental de la formation. C'est que, en plus de tout ce que je viens de te dire, c'est que cette formation a aussi pour but de mieux comprendre les travaux de Nassim. C'est-à-dire que la théorie, son papier sera présenté en fait le dernier jour de la formation. Donc, D'accord. en amont, il y aura eu les explications, si tu veux, de tout le contexte historique. On va poser ça tranquillement. Ça sera très dense, mais bon, ça sera, voilà, parce que ça sera très riche, pour avoir tous les outils, justement, Eh pour oui, mieux comprendre ce que dit Nassim dans ses ça. papiers. Parce que c'est important, en fait, de Et comprendre ah ce bah, qu'il mais dit. sinon tu peux pas. Si t'as pas la base, Exactement, exactement. Tu peux être séduit, tu peux être fasciné, mais si tu peux pas rentrer vraiment dans les réelles implications, ouais, et ça sera du coup l'occasion aussi pour après ceux qui le souhaitent de pouvoir encore mieux le soutenir dans son oui, travail. ouais. Là, donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que même ceux qui voulaient mieux comprendre en fait ces travaux et accéder justement plus Mmh. facilement à ces papiers, mais cette formation, elle est faite aussi pour vous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, bravo en tout cas, c'est moi je suis fan, de ces domaines-là et de la compréhension. Moi je fais plus de raccourcis pour expliquer les choses, mais j'ai besoin moi de me nourrir de cet essentiel finalement pour Bien sûr, pouvoir, bien sûr. le résumer, à un autre niveau pour peut-être donner un peu plus envie à certains qui ne seraient pas intéressés dans ces domaines-là, d'aller creuser un petit peu Mhm. et de s'intéresser à leur tour
dans ces choses-là, dans la compréhension finalement du vivant, Tout à fait. qui est nécessaire pour juste vivre correctement, physiquement, physiologiquement, Ouais, tout à fait. émotionnellement. Ouais, À tous les bravo, niveaux, à tous les à tous les niveaux, niveaux. Ouais, à tous les niveaux. ouais, Et tu vois, si tu me permets, je rajouterai une petite chose, c'est que ouais. par rapport à ton domaine de compétence, tu vois, Mmh. qui est vraiment la prise à la terre, c'est que, la physique quantique, justement, a amené énormément d'informations supplémentaires pour comprendre ce qui se passe dans ces situations-là. Parce que, la physique quantique, l'histoire de la physique quantique, c'est la compréhension, au départ, de l'atome. Mmh. C'est l'histoire de l'atome, en fait, la physique Mmh. quantique. Et donc, en décortiquant l'atome, on a compris que les lois qui régissaient l'infiniment petit, c'est-à-dire l'échelle subatomique, donc les électrons, Oui. d'accord, sont régies par des lois qui sont totalement différentes que celles de notre échelle à nous. Mmh. D'accord. Et donc, avant ça, si tu veux, on pensait que les lois mécaniques de Newton qui s'appliquent à notre échelle, on pensait qu'elles s'appliquaient à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison logique de se dire non, il y a un moment où ça s'arrête. Et donc, Ouais. on a extrapolé la vision de notre monde à notre échelle à l'infiniment petit. Et donc, la compréhension que nous avons eue au début du siècle, avant la physique quantique, de la façon dont l'électromagnétisme, si tu veux, régissait la régulation de l'environnement, était lacunaire par rapport au modèle d'Isaac Newton. Mmh. Et la physique quantique a permis, par ses propriétés, de dépasser ça et d'avoir une vision beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile, notamment par les notions, donc ce sont les notions qu'on abordera dans la formation, mais par exemple, la dualité onde-corpuscule qu'a amené Louis de Broglie, la notion de superposition d'états qu'a amené Paul Dirac, d'accord. C'est-à-dire qu'on a appris que les électrons, par exemple, avaient des valeurs dans lesquelles ils avaient des valeurs en fait qui étaient superposées. Nous, dans notre monde, en fait, nous avons un seul état, d'accord. Nous avons un état qui est très précis, c'est-à-dire que dans l'espace, nous avons, on peut décrire, si tu veux, un objet par rapport à sa vitesse et par rapport à sa position. Et c'est ce qu'a fait Ouais. d'ailleurs Newton quand il a décrit, si tu veux, sa mécanique céleste, quand il a décrit la trajectoire des planètes, c'est que la spécificité des objets dans notre monde, c'est qu'on peut leur attribuer une vitesse et un positionnement précis. D'accord. Voilà. Et donc, tu vois, toi, par exemple, tu as une position précise là et Mmh. une vitesse précise. Et à chaque instant, on peut définir ton état par rapport à ça. Parce que à chaque instant, tu as une vitesse et une position qui va être différente. D'accord. Ouais. Sauf qu'en physique quantique, badaboum, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'échelle donc subatomique, donc les électrons qui te concernent, sont soumis à ce qu'on appelle des superpositions d'états. C'est-à-dire que tant que nous ne les avons pas mesurés, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas vécu ou qu'ils n'ont pas été soumis à ce que Serge Haroche a appelé en 2012 une réduction du paquet d'ondes, d'accord, ils vont être, c'est-à-dire qu'on ne peut les décrire objectivement que dans des états superposés, c'est-à-dire dans la multiplicité de la totalité des différents états potentiels qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que si un électron peut être dans un état A, s'il peut être dans un état B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, jusqu'à Z, eh bien en fait, ton électron, d'un point de vue des équations, tu ne peux le présenter objectivement que dans un état A, Z. C'est-à-dire tous les états superposés les uns sur les autres. C'est-à-dire que c'est un potentiel qui ne va s'actualiser exclusivement si tu le mesures ou si tu interagis avec lui. Voilà. Ouais, c'est Donc ça, c'est juste une introduction, c'est pour te ouais, montrer un petit peu ouais, le truc. Mais rends-toi compte juste là, avec ce petit truc, là je viens d'en parler 3 minutes, ouais. d'accord? Ce que ça implique. Ce que ça va impliquer au niveau du vivant
au niveau de la biologie et au niveau de la santé. Et Le du monde, potentiel, ouais. parce que on se rend compte de plus en plus aujourd'hui, on le sait, on le découvre, que justement la majorité des réactions chimiques dans le corps sont fondées sur des réactions quantiques. Les neurones, par exemple, les synapses, je te donne un exemple, les synapses, Ouais. eh bien en fait, on ne les a compris, on n'a pas compris, enfin on a compris le fonctionnement des synapses uniquement avec l'avènement de la physique quantique. Parce qu'on ne comprenait pas cette synapse-là, c'est-à-dire cet espace entre deux neurones, là, cet espace qui était vide, en fait, pour les mécaniciens de Newton, c'était vide. Mais en fait, c'est absolument pas vide, c'est plein. C'est plein, mais par contre, ce qui se passe, les mécanismes qu'il y a dans ce plein qui paraît vide, mais en fait, répond à des principes qui sont exclusivement quantiques, qui sont incompréhensibles si tu cherches à les étudier avec la physique classique de Newton. Et donc, la majorité des éléments de régulation, donc d'homéostasie, petite parenthèse, qui ont lieu dans le corps, sont fondés sur ça. Et donc, on ne peut plus décrire le vivant à partir d'un fonctionnement essentiellement mécaniste. Or, dans la plupart des ouvrages, c'est encore ce qu'on fait en 2024. On voit encore l'héritage de René Descartes. On voit encore l'héritage d'Isaac Newton, qui ont fait des choses incroyables, mais qui ont généré des limites dans la compréhension que nous avons du vivant. Ouais. Et des limites très fortes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Et ça, on peut le dépasser aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'avoir une efficacité, une efficience et surtout un respect pour le vivant et donc la santé qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace. C'est ça, une belle compréhension pour pouvoir vivre finalement sainement, tout simplement. C'est ça. Un accord avec les principes de la vie, en fait. Arrêter d'être en opposition en permanence, d'être en guerre avec la nature et d'essayer de vivre un petit peu en harmonie, quoi. C'est juste ça. C'est ça. Ou même d'améliorer ce qui est déjà, ou essayer de perfectionner quelque chose qui est déjà. Ah oui, mais de toute façon, c'est vertueux après. Hein. C'est-à-dire que quand tu améliores ce qui fonctionnait mal, le fait d'améliorer ce qui fonctionne mal améliore aussi ce qui fonctionnait bien. C'est ça. Donc, si tu veux, la dimension vertueuse, elle est systémique. Elle n'est pas locale. Oui. Bah écoute, vraiment, merci Pierre pour cet échange qui a été très riche. Vraiment, j'invite tout le monde à venir t'écouter plus souvent. Moi, j'ai écouté beaucoup de tes interventions. C'est rarement amené de la même façon. Je trouve que tu en parles, pour t'avoir relativement beaucoup écouté, tu en parles de différentes façons pour que ce soit compréhensible à chaque moment différemment. Donc, bravo pour ce qui te passionne. Bon, merci à toi. Merci beaucoup à toi. C'est super cool. Et puis, je mettrai tous les liens en description par rapport à l'académie. Tous les gens qui sont intéressés, même pour un échange et surtout pour nous rejoindre avec grand plaisir, voilà, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous contacter. Ça marche. Eh ben, écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, puis on reste en contact parce que j'aurai peut-être des questions hors caméra pour toi. Ça sera avec grand plaisir. Je te dis à tout de suite, Sébastien. Ça marche. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci.